Merci d'avoir fait le déplacement, même d'avoir payé pour être là avec nous ce soir. C'est quand même un super point. En plus, je vous rassure, moi je vais servir juste de bande-annonce un petit peu pour les 2 heures qui vont suivre et de fil rouge éventuellement. On va parler, vous le savez, Bitcoin, NFT, crypto-monnaie, blockchain. Un sujet qui, si vous êtes là, vous intéresse ou au moins vous interroge. Parce que si on parle de ces sujets-là aujourd'hui, ça peut être comme monnaie refuge, opportunité d'investissement. On est quand même dans un contexte avec une économie flageolante, des banques aux aguets. Et on va dire que l'opportunité, on va dire de regarder ce qui se fait un peu ailleurs en alternative, on vous la pardonne. Vous avez pu aussi entendre parler éventuellement de ces œuvres d'art numériques qu'on échange contre des millions d'euros, voire de dollars. Vous avez pu aussi ailleurs entendre parler éventuellement que la blockchain servait à financer le terrorisme mondial, que ce soit sur les médias, donc moi je suis journaliste au journal 20 minutes et ça nous est arrivé de faire des bêtises, ou sur les réseaux sociaux, beaucoup de choses ont été dites, contredites, contre-contredites, et on va prendre un moment tous ensemble pour faire la part des choses et décrypter justement tout ce qu'il y a derrière les cryptos. Et pour commencer, on va peut-être pas parler crypto, puisqu'on a le maire Franck Louvrier qui va nous dire un petit mot. Bonsoir à tous, et est-ce qu'on peut lui dire bonjour quand même? Merci. Bon alors, c'est sûr que je ne vais pas du tout faire la conférence, parce que je serais bien incapable. Malheureusement, je ne peux pas rester totalement avec vous, mais je trouve que l'initiative est vraiment géniale. Pour une simple et bonne raison, c'est que plus les choses sont inconnues, plus il y a des doutes sur leur existence. Et donc le fait de pouvoir justement éclairer certains, alors il y en a certains qui sont sans doute très initiés, d'autres beaucoup moins, mais de pouvoir éclairer les uns et les autres sur tout ce dont on entend parler sur ces sujets, je trouve que c'est très courageux et à la fois audacieux. Et merci notamment à Laurent, je sais qui s'est beaucoup mobilisé pour essayer de rendre un peu un sujet ésotérique pour certains, peut-être pas encore un sujet populaire, mais en tout cas, quand on voit la mutation dans laquelle on est en matière de monnaie basée sur la confiance, aujourd'hui, on passe tout en numérique. J'étais encore hier à inaugurer une agence, et oui, ça peut paraître incroyable, une agence bancaire à La Baule, mais en parallèle, on s'aperçoit que tout ça devient très distanciel et très, je dirais, tout en virtualité. Et c'est sans doute là l'enjeu, c'est bien comprendre ce que c'est, pour pas que ce soit bien évidemment un nid de rumeurs et je dirais parfois de contre-vérité. Et en tout cas, bravo pour cette initiative. Ça, c'est la première chose que je veux dire. Et puis, faire ça à La Baule, c'est encore plus audacieux. Parce qu'on pourrait penser qu'ici, les gens ne regardent que ce qui est réel et pas toujours ce qui est un peu plus virtuel. Et ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a toute une génération de personnes qui viennent s'installer ici et qui s'interrogent sur, bien sûr, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui va se passer demain. Que ce soit en matière environnementale, que ce soit en matière, bien sûr, numérique, que ce soit dans d'autres domaines, je pense au transport, à l'automobile. On est allé jusqu'à l'année dernière avec l'équipe municipale à faire venir ici la voiture à hydrogène qui va concourir notamment peut-être dans 2-3 ans en Formule 1. Donc voilà, tous ces éléments-là font qu'on doit être aussi une ville qui doit penser ce que sera notre monde demain. Et demain, c'est vraiment rapide parce qu'en fin de compte, à la vitesse à laquelle ça va dans ce domaine-là, je pense que c'était essentiel de pouvoir s'arrêter sur ces sujets. En tout cas, merci pour cette initiative, bravo. En plus, d'autant plus dans ce cinéma que j'adore, je trouve que c'est d'autant plus intéressant et convivial que dans une grande salle froide. Donc bien joué, et puis peut-être qu'il y aura, je ne sais pas encore un festival, n'est-ce pas Nicolas, mais parce que Nicolas il fait des festivals sur tous les sujets, donc il pourrait peut-être faire un festival sur le Bitcoin, mais en tout cas au moins des rendez-vous récurrents qui pourraient être intéressants, parce que je pense que l'évolution va tellement vite qu'il faut pouvoir avoir les informations en temps réel. Donc voilà, bravo et merci encore. Bon, pour la petite info, sachez que c'est plutôt bien parti puisqu'on est arrivé cet après-midi et qu'il y a plus de monde ce soir que pour le film Mario à 16h. Donc on est plutôt bien. On a parlé de demain, mais moi j'aimerais bien qu'on parle un peu d'hier, puisque Bitcoin, si on le découvre aujourd'hui, moi je l'ai découvert en 2022, donc c'est encore tout récent. Là on est en 2023, je vous cache rien. Là, Pierre Noisa, lui, il a lancé Paymium en 2011.
2011. C'est quand même, on va dire, un early dans le milieu, mais même early de chez early, puisque la personne qui a créé le concept Bitcoin lui a envoyé son livre blanc en 2008. Pas qu'à toi, pas qu'à toi. Humilité, bravo, merci Pierre, merci Pierre. Donc on va prendre un moment, je vous explique rapido comment ça va se passer pour la suite. On prend un moment avec Pierre pour présenter Bitcoin, qui est un peu la maison mère, l'architecture aujourd'hui du Web3. Puis après on basculera sur un modèle table ronde et on se garde 15-20 minutes pour des questions-réponses avec la salle. Si jamais il y a un mot de jargon, alors je vais essayer d'être d'une vigilance de chaque instant pour qu'on explicite tous les mots qui sont éventuellement, qui font partie de la novlangue, qui sont des barbarismes, n'hésitez pas à me faire signe, j'interviendrai. Bon, Pierre, c'est à toi. Merci Romain, bonsoir à tous et toutes. Merci d'être venus nombreux parce que c'est une superbe salle, assez grande. Donc avec Laurent, on n'était pas certain du succès de cette première édition de la BitConference. Donc ça nous fait très plaisir que vous soyez tous là. Et que Monsieur le maire soit venu aussi en lancer les débats. C'était aussi quelque chose d'appréciable. Donc je vais pas commencer par vous expliquer comment marche Bitcoin, parce que si on explique comment marche Bitcoin, on oublie le pourquoi Bitcoin existe. Et on peut très vite se perdre dans les explications. Et à la fin des explications, les gens se demandent toujours pourquoi ça existe, en fait. Donc je préfère, dans les 10 ans qui se sont écoulés où je parle de Bitcoin à des interlocuteurs qui parfois le découvrent, j'ai découvert moi qu'il fallait commencer par le pourquoi avant de dire le comment. Donc je voudrais vous dire le pourquoi en une quinzaine de minutes et après on passera à la table ronde et aux différents sujets. Donc c'est juste une introduction. Alors quand on parle de Bitcoin, il y a ce que les anglo-saxons appellent un éléphant dans la pièce. C'est le monopole monétaire. C'est-à-dire qu'en fait les gens sont tellement habitués au fait qu'il n'y a qu'une monnaie officielle, une monnaie étatique qu'ils sont obligés d'utiliser pour payer des impôts, même payer un salaire. Si vous êtes entrepreneur, vous devez payer un salaire en euros, etc. etc. Il y a une telle habitude que finalement on en oublie qu'il y a une situation de monopole monétaire dans le droit, qui s'appelle notamment le Code monétaire et financier. Et dans les faits, depuis 2008, avec Bitcoin, ce monopole, dans les faits, a disparu, puisque maintenant, il y a un réseau mondial de paiement, qu'on peut presque appeler une monnaie. Moi, je considère que c'est aujourd'hui une monnaie, mais il y a débat là-dessus, on pourra en parler. Donc, il y a une monnaie alternative qui s'est développée, et puis surtout, n'importe quelle communauté, à la boule peut-être, peut faire sa monnaie maintenant avec cette technologie de manière extrêmement sécurisée et décentralisée. C'est-à-dire qu'on peut faire une monnaie sans compte bancaire, je dirais. Parce qu'auparavant, les gens qui voulaient faire par exemple une monnaie locale, la première chose qu'ils devaient faire, c'est ouvrir un compte bancaire pour faire leur monnaie locale. Donc évidemment, la notion de décentralisation n'existait pas. Donc le monopole a disparu et pourtant, évidemment, ce monopole, ça structure beaucoup la discussion parce qu'en fait, il y a des gens qui considèrent que la monnaie, c'est un moyen de contrôle de l'économie, donc à tort ou à raison. À partir du moment où on croit ça, on pense que le monopole, c'est plutôt bien. Bon, évidemment, les gens qui sont dans les crypto-monnaies, ils ont plutôt tendance à penser que la monnaie, c'est pas forcément pour contrôler l'économie, c'est surtout pour la développer, pour que les entrepreneurs puissent lancer leurs projets, par exemple. Et c'est parfois compliqué quand il n'y a qu'une seule monnaie. Donc il y a débat déjà sur la notion de monopole, avant même de parler des crypto-monnaies, il faut comprendre que les crypto-monnaies, c'est une remise en question de cette notion de monopole. Et du coup, on va trouver des opposants extrêmement déterminés et qui vont argumenter fortement contre ce progrès en disant que non, ça ne va pas parce que le monopole disparaîtrait. Et avec le monopole, il y a ce que j'appelle le sophisme de la solution parfaite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans une situation de monopole, on commence à oublier de s'interroger sur les mérites du monopole, parce qu'il n'y a pas de débat sur le monopole. Il n'y a plus de débat possible sur la question du monopole. Du coup, c'est la solution parfaite. Et toute solution alternative, comme Bitcoin, comme une autre crypto-monnaie, il y en a d'autres, il y a Ethereum et d'autres, du coup, elle devrait être parfaite, puisque le monopole définit quelque chose de parfait dans leur référentiel. Donc c'est ce sophisme-là aussi qu'il faut, quand on parle de Bitcoin et des crypto-monnaies en général, il faut sortir de ce sophisme. C'est-à-dire que quand on vous envoie des objections sur Bitcoin ou sur Ethereum ou sur une crypto-monnaie, il faut savoir qu'en général, cette objection, c'est juste un compromis qu'on doit faire pour qu'il existe une alternative. Et on peut envoyer autant d'objections
à la monnaie monopolistique, à la monnaie étatique, qui est l'euro, mais on ne le fait pas parce que, encore une fois, il y a cette notion de monopole qui est sous-jacente et qui est implicite. Donc voilà, c'est un peu ça qu'il faut déjà avoir en tête quand on parle des crypto-monnaies. Si on peut passer à la slide suivante. Bon, en régie, ils vont peut-être passer à la slide suivante. Merci. Donc dans les problèmes du monopole, il y a cette notion qui a disparu en 1971, quand Richard Nixon, aux États-Unis, a annoncé la fin de la... en fait, quand les États-Unis ont fait défaut sur une dette qui était une dette d'or, en or, c'est-à-dire que le dollar était convertible en or jusqu'en 1971, 15 août 1971 très précisément. Jusqu'à là, on pouvait convertir ces dollars en or. Donc, on avait un cours de l'or qui était complètement fixe pendant 150 ans. Le cours de l'or en dollars était fixe parce que le dollar était convertible en or. Donc, en 1971, les États-Unis ont fait défaut sur une dette qui était une dette en or. Et à partir de ce moment-là, ça veut dire qu'ils pouvaient fabriquer autant de dollars qu'ils voulaient. Et donc, ça permettait effectivement de financer, à l'époque, notamment la guerre du Vietnam et d'autres grands projets qu'ils avaient. Donc, qu'est-ce qu'on a observé à partir de cette date? Vous le voyez sur le graphique, c'est que le prix de l'or en dollars a augmenté. Alors, ce n'est pas que l'or est devenu plus utile ou plus rare. C'est juste que la monnaie est devenue beaucoup plus abondante. Mais l'or n'a pas changé d'utilité, il n'y en avait pas plus ni moins qu'avant. Ce qui a changé, c'est le dollar. Donc, quand vous voyez ces variations autour du prix de l'or, clairement, il y a donc cette décorrélation à partir de ce moment-là entre la monnaie et l'étalon énergétique qu'est l'or. Étalon énergétique parce qu'il faut de l'énergie pour extraire de l'or. Donc, il y avait une forme de corrélation entre l'énergie et la monnaie. Donc, vous voyez ce qui se passe quand cette corrélation n'existe plus. Alors, ça ne veut pas dire que le dollar est émis sans contrepartie énergétique aujourd'hui. En fait, les monnaies traditionnelles sont émises en contrepartie d'une énergie qui est celle d'un emprunteur. Il y a des gens qui empruntent, et ça, c'est ce qui permet de créer de la monnaie. La dette, le crédit permet de créer de la monnaie. Donc, quand la monnaie dollar ou euro est émise, il y a une énergie, et c'est l'énergie de ceux qui empruntent. Du coup, on peut passer au slide suivant. Alors ça, c'est donc le premier problème avec les monnaies, la monnaie traditionnelle étatique, monopolistique, c'est que du coup, elle devient aussi un outil de contrôle, certes, mais on peut aussi abuser de ses possibilités de création monétaire. Et l'autre problème, c'est les disparités entre monnaies. Puisque aucune de ces monnaies n'est reliée finalement à un étalon énergétique, il peut y avoir des variations entre des zones monétaires très importantes. Là, je vous ai mis juste le peso argentin, qui est un cas d'école, où effectivement, il y a ce qu'on appelle de l'hyperinflation en Argentine. C'est pour ça que les Argentins se sont tournés en masse vers Bitcoin comme monnaie d'échange et réserve de valeur pour ne pas subir la dépréciation du peso. Donc ça, c'est un autre problème qui apparaît avec le monopole, c'est que on a une monnaie, on n'en a qu'une, et si elle dévisse, il faut se raccrocher à quelque chose d'autre. Et donc, si c'est quelque chose d'autre, s'il n'y avait pas Bitcoin, ce serait forcément le dollar. Et du coup, il y a un problème de souveraineté, par exemple, dans ce cas-là, du pays qui utilise le dollar. Alors, on a un autre exemple en Amérique latine, qui est le Salvador. Vous le savez peut-être, en septembre 2021, le Salvador a décidé d'utiliser Bitcoin comme monnaie officielle, au même titre que le dollar. Jusqu'à septembre 2021, ils n'avaient que le dollar, ils n'avaient pas de monnaie nationale. Et donc, en 2021, ils ont dit, après tout, quitte à être dépendant d'une monnaie qui n'est pas une monnaie nationale, on va se doter du Bitcoin aussi. Donc, un autre exemple des problèmes avec la monnaie traditionnelle et de ce que peut permettre la crypto-monnaie ou Bitcoin en particulier. Voilà, donc ça, c'était pour parler des problèmes qui peuvent exister avec les monnaies traditionnelles. Maintenant, il y a tous les problèmes qui peuvent exister avec Bitcoin. Donc, un des problèmes que vous avez certainement entendu, c'est la fameuse volatilité. On vous dit, c'est la volatilité. Hier, Bitcoin a perdu 10% de sa valeur dans la journée, donc ce n'est pas une réserve de valeur. Vous l'avez sûrement entendu ou lu dans le journal, parce que c'est à peu près régulier. À chaque fois que ça perd 10% dans la journée, on vous explique qu'il y a eu un crash, que sa valeur a tombé à zéro, que c'est une catastrophe, etc.
Bon, la réalité, c'est que quand il perd 10% dans la journée, en général, dans les jours qui suivent, il va reprendre peut-être 20%, mais c'est pas grave. Il y a des variations, il y a de la volatilité, ça c'est indiscutable. Par contre, la tendance, vous la voyez assez clairement sur ce graphique, que j'ai fait démarrer en 2010, on voit qu'il y a quand même tendanciellement une appréciation, un peu comme pour l'or qu'on a vu avant, sachant que là, on est sur une échelle logarithmique. Vous remarquerez que ici, ce sont des unités de... À chaque fois, on passe à un facteur 10. Donc, on a aplati la courbe. En réalité, la progression est encore plus spectaculaire. Donc, c'est juste pour dire que oui, il y a de la volatilité, mais quand on vous dit que ce n'est pas une réserve de valeur, il faut quand même être armé d'une certaine mauvaise foi quand on compare évidemment à l'euro, puisque en l'occurrence, ce sont des prix en euros. Ça veut dire que l'euro, quelque part, se déprécie par rapport à Bitcoin aussi à cette vitesse-là. Donc, encore une fois, ça nous ramène au graphique sur l'or tout à l'heure, qui est aussi un étalon énergétique, au même titre que Bitcoin, puisque, on le verra tout à l'heure, enfin, si on rentre dans cette discussion sur le fonctionnement, Bitcoin monétise de l'énergie. Pour créer de la monnaie, pour créer un Bitcoin, il faut monétiser de l'énergie. Les fameux halvings ici, ce sont juste des échéances dans le calendrier, disons, de la création monétaire Bitcoin, qui est fixé dans le logiciel, dans le protocole. Donc tous les 4 ans, en gros, en moyenne, vous avez une division par 2 des nouveaux Bitcoins qui arrivent sur le marché. Donc, ça, en quelque sorte, ça accompagne cette croissance, puisque la rareté de Bitcoin a plutôt tendance à s'accentuer au fil du temps. Donc, sachant que la rareté et l'utilité sont les 2 déterminants de la valeur de quoi que ce soit, l'utilité là étant celle d'un système donc, mondial où on peut faire des paiements instantanés, qui est disponible H24, 7 jours sur 7, et qui est non confiscable, à comparer à d'autres actifs et à d'autres moyens de paiement. Voilà, donc on peut peut-être passer au slide suivant. Donc ça, c'était pour la partie volatilité. L'autre grande critique que vous entendez aussi dans les médias, évidemment, c'est l'utilisation de l'énergie. Alors, les gens parlent de consommation d'énergie. C'est un mot que j'essaye d'éviter parce que, en tant que scientifique de formation, je me suis beaucoup intéressé à la thermodynamique et le premier principe de la thermodynamique, c'est le principe de conservation. C'est-à-dire que l'énergie ne se consomme pas, elle se transforme. Tout ce que vous faites quand vous utilisez de l'énergie, c'est vous en convertissez une partie en énergie utile et une autre partie en chaleur. Mais il n'y a pas de consommation au sens habituel du terme. Donc, à éviter le mot consommation, je préfère qu'on parle d'utilisation. Scientifiquement, c'est plus précis et ça évite de tomber dans des faux raisonnements sur l'énergie. Alors là, j'ai affiché un graphique de la production d'énergie solaire. C'est presque caricatural, évidemment, ça correspond au zénith, le pic de la production d'énergie solaire, vous vous en doutez, c'est plutôt le milieu de la journée. Et là-bas, c'est la consommation, une forme de consommation typique dans une journée de l'électricité, en France en particulier. Donc vous voyez qu'en gros, on consomme de l'électricité le matin et avec un pic le soir. Et entre les deux, quand le solaire est au max, il y a une chute de la demande. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quand vous faites de l'énergie renouvelable, vous avez un flux qui arrive, en l'occurrence le flux d'énergie solaire. Par contre, la demande en face, il n'y a pas de raison qu'elle soit synchrone avec ce flux. Alors c'est vrai pour le solaire, sur ce graphique, vous le voyez clairement. En gros, vous allez produire un max d'énergie solaire quand les gens ont moins besoin d'énergie. Alors, comme vous le savez, l'énergie solaire est plutôt un complément. Donc, on n'a pas besoin du complément quand on est dans un creux de consommation. Et sur l'éolien, c'est encore plus criant. C'est des énergies non pilotables, comme on dit. Donc, on ne peut pas ajuster le flux à la demande. Ce n'est pas possible. Ça crée 2 situations possibles. Soit vous avez une pénurie, c'est-à-dire quand vous en avez besoin, il n'y en a pas. Soit vous avez un surplus. C'est-à-dire que quand vous en avez moins besoin, c'est là que ça produit. Donc il y a plusieurs façons d'adresser ce problème des surplus. Alors pourquoi j'explique tout ça? Parce que quand j'ai dit aux gens que le protocole Bitcoin était destiné à monétiser les surplus d'énergie, de production d'énergie, les gens disaient mais non, dans l'énergie, il n'y a pas de surplus, on manque tous d'énergie, etc. En fait, si on gratte un peu la problématique de la production d'électricité, parce qu'en fait on parle ici d'énergie électrique, on s'aperçoit qu'il y a des surplus. Alors, il y a d'autres solutions que Bitcoin pour traiter les surplus. Il y a notamment les batteries.
Bon, chaque fois que j'ai parlé de Bitcoin, à peu près, on m'a parlé des batteries, en me disant ce serait mieux de mettre des batteries que des mineurs Bitcoin. Sauf que les batteries, comme vous vous en doutez, déjà, au niveau environnemental, c'est pas toujours top. Et ensuite, la batterie, une fois qu'elle est pleine, vous avez quand même votre surplus. Donc certes, vous pourrez utiliser la batterie plus tard, mais enfin, en attendant, vous avez du surplus parce que la batterie est pleine. Donc de toute façon, les batteries ne résolvent pas le problème des surplus. Elles peuvent en absorber une partie, mais il en restera toujours. C'est ça qu'il faut retenir, si vous voulez, quand vous analysez un peu le marché de l'électricité. Voilà. Donc, du coup, je ne vous ai pas mis l'éolien, mais je pense que vous avez compris la notion de surplus énergétique. Alors, pourquoi Bitcoin cherche les surplus? Parce qu'un mineur Bitcoin, pour être rentable, il faut qu'il achète l'énergie la moins chère. Et l'énergie la moins chère, par définition, c'est un surplus. C'est-à-dire que s'il y a un autre client, par exemple, il fait une pile à hydrogène, il stocke de l'électricité avec de l'hydrogène, eh ben, le mineur Bitcoin, il va aller ailleurs. Parce que du coup, il y a un autre client qui achète plus cher. Il va aller ailleurs, le mineur Bitcoin. Parce que c'est un réseau mondial. Notre ami Sébastien, tout à l'heure, qui parlera du minage, vous expliquera comment ils s'organisent pour être mobiles. Donc, c'est des gens qui sont mobiles. Ils font de l'arbitrage géographique pour trouver l'électricité la moins chère sur le globe, sur la planète. Donc, on parle souvent d'Asie centrale et d'Afrique. Alors là aussi, parce que dans ces pays-là en particulier, il n'y a pas forcément un réseau électrique très développé pour acheminer l'électricité. Du coup, on a des surplus qui sont stranded, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire qui sont échoués un peu au milieu de la pampa, et il n'y a personne pour les consommer. Alors, on peut passer au slide suivant. On va passer au slide suivant, c'est le dernier, donc ça tombe bien, je suis mon timing. Le slide suivant, c'est juste le même que celui que vous avez vu avant, mais à l'échelle d'une année. C'est-à-dire que vous avez des problématiques de surplus intraday dans la journée, et vous avez aussi des problématiques de surplus saisonniers. Puisqu'évidemment, vous avez une infrastructure qui va être calibrée pour chauffer, par exemple, l'hiver, en février, et évidemment, en été, vous allez avoir beaucoup moins de demandes pour cette infrastructure. Donc, comment vous rentabilisez? Si vous pouvez la rentabiliser avec des clients solvables, vous allez pouvoir offrir un meilleur prix à vos clients en hiver quand ils en ont besoin. Donc quand on vous dit que le mining Bitcoin, ça renchérit l'électricité pour les gens qui veulent se chauffer, c'est exactement l'inverse. En fait, ça améliore le business plan du fournisseur d'électricité, donc ça va lui permettre de faire des prix a priori plus attractifs, d'investir davantage, etc. Et slide suivant, qui sera mon dernier pour le coup, voilà, c'est celui-là. Donc quand vous êtes opérateur de réseau, parce qu'un réseau électrique, donc vous l'avez compris, il faut un gestionnaire de réseau, parce qu'une fois qu'il y a de la production, il faut la consommer, sinon vous cramez vos équipements, donc il y a un problème d'équilibrage du réseau. En France, c'est une organisation qui s'appelle RTE, qui est le gestionnaire de réseau électrique en France. Donc ces gens-là, ils aiment bien avoir des clients, des gros clients qui consomment beaucoup d'énergie et qui sont solvables. Donc il y a typiquement des gros clients, c'est les aciéries et les cimenteries. Bon, ça consomme beaucoup d'énergie électrique et ils sont solvables. Mais c'est des infrastructures, vous l'avez compris, qui sont utiles quand vous n'avez pas un réseau électrique derrière très développé pour acheminer l'électricité. Sinon, vous pouvez la distribuer où vous voulez. Mais si vous avez besoin localement d'un client, le client idéal, c'est celui qui consomme beaucoup. Et vous vous en doutez, le problème d'une cimenterie ou d'une aciérie, c'est que vous ne pouvez pas les multiplier évidemment à l'infini. D'ailleurs, ce serait sans doute pas souhaitable pour l'environnement. Donc, vous en avez quelques-uns, mais enfin, ce n'est pas la solution. On se rend bien compte que ce n'est pas la solution. Donc, il y a beaucoup d'endroits où il sera utile d'avoir des clients solvables, comme les mineurs Bitcoin, qui ramassent les surplus ou qui peuvent baisser et qui peuvent couper leurs demandes quand il y a un pic de demande. Donc, c'est ce que permettent ces différents métiers, je dirais, mais avec évidemment beaucoup plus d'agilité pour le minage Bitcoin que pour une cimenterie ou une aciérie. En gros, une aciérie, si vous l'arrêtez pendant plus de 2 heures, le métal fige et vous n'avez plus qu'à reconstruire l'usine, elle est figée. Donc, ce n'est pas possible en fait d'arrêter une aciérie plus de 2 heures. Donc, ce minage Bitcoin a une utilité, je dirais, économique pour la production d'électricité. Et vous l'avez compris aussi si vous vous intéressez à l'environnement, l'électrification de la demande, c'est évidemment un enjeu fort pour décarboner évidemment l'économie au sens large, puisque avec des renouvelables et avec de l'hydraulique et pourquoi pas avec du nucléaire. Enfin voilà, donc je vous ai dressé un peu le panorama de l'énergie, de la production d'énergie, mais c'est juste pour vous dire à quel point, quand on vous explique que Bitcoin n'est pas bon pour l'environnement, à quel point c'est, disons, un raccourci et une conclusion hâtive, à moins qu'on puisse dire, par des gens qui en fait n'ont pour idée que de défendre le monopole.
C'est-à-dire que comme ils veulent défendre le monopole, ils vont vous affirmer des contre-vérités qui, dans les faits, ne peuvent pas se vérifier. Donc ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit quand on vous parle de Bitcoin et quand vous-même, si vous êtes amené à en parler, d'avoir ces données. Là, je ne suis pas dans des opinions, là, je suis dans du factuel. Et c'est juste ça que j'ai essayé de faire dans ces 15 minutes. Maintenant, je m'arrête pour laisser la parole au panel. Merci Pierre. Guillaume. Donc, Guillaume Boilard, cofondateur de la chaîne YouTube Grand Angle Crypto. C'est ça. Vous entendez pas? 1, 2, 1, 2. Vous nous entendez? Ouais. Oui, Grand Angle Crypto, un média qui a pour but l'éducation et la démocratisation de Bitcoin et des cryptos. Et puis depuis un peu plus d'1 an, cofondateur de CleanSat Mining avec Sébastien et 3 autres associés. Et on aura probablement l'occasion d'en reparler un peu plus tard. Exactement. Sébastien. Bonsoir. Sébastien Gouspio, donc toi, tu es le fondateur de Big Block Group. Tu es le fondateur et président. Oui. Et Big Block Group, c'est une entreprise qui fait du minage de Bitcoin. Ouais, enfin, c'est 3 entreprises, Big Block Data Center, Big Block Green Service et Big Block Asset Co. Ouais. Et on fait que du minage de Bitcoin, ouais, absolument. Et c'est à toi qu'on doit, alors je sais pas, tout le monde en a peut-être vu, parce qu'il y avait 150 quand même, hein, les tablettes de chocolat qui ont été distribuées à l'entrée. Absolument, ça c'est fabriqué avec de l'hydroélectricité, enfin dans une chocolaterie. Ouais, je raconte vite fait l'histoire de ce chocolat. Ouais, c'est une chocolaterie qui a été créée dans le parc des Virunga, donc qui amène beaucoup d'emplois dans cette région. Et grâce à l'hydroélectricité de la centrale qu'on verra dans le petit film que je diffuserai tout à l'heure. Et donc cette chocolaterie, c'est des graines de cacao très, très spécifiques à cette région-là. Donc ils ont fait venir un maître chocolatier belge pour faire la recette de chocolat. Il est venu là-bas au Congo et il est devenu champion du monde du chocolat l'année dernière. Donc vous avez un bon chocolat entre les mains. Et il a fait beaucoup de routes. Ce chocolat, il a été produit avec l'électricité qui, en dehors de ça, est utilisée pour le minage de Bitcoin. Bah oui et non, en fait il y a de l'électricité qui est disponible et ils sont ravis d'avoir pu créer cette chocolaterie parce que ça consomme de l'électricité, ça crée de l'emploi. En fait c'est toujours le schéma traditionnel, Guillaume comme Pierre connaissent bien ça. Un pays qui a de la croissance, c'est un pays qui dispose d'électricité et plus on diminue l'offre électrique, plus la croissance ralentit et ça marche dans l'autre sens. Plus on apporte d'électricité dans un pays et plus la croissance se consolide. Ouais. Donc de créer de l'électricité dans une région qui n'en a pas, évidemment, ça crée de l'emploi, ça crée du dynamisme. Et voilà, c'est tout le pari du parc des Virunga. Bon, je tourne la page chocolat pour l'instant, je vous laisserai le temps de le déguster après. On parle de minage Bitcoin. Alors moi, j'ai une image de germinal numérique, mais tu peux m'expliquer un peu ce que c'est que le minage de Bitcoin, c'est-à-dire la fabrication en quelque sorte du Bitcoin et comment tu t'y prends? Alors le mining, non, c'est pas de la fabrication de Bitcoin. Le mining sert à sécuriser le réseau Bitcoin. Voilà, donc en contrepartie, donc on met des ordinateurs à disposition du réseau pour assurer la sécurité de tout ce réseau Bitcoin. En gros, il n'y a pas d'intermédiaire de confiance. C'est-à-dire que si je t'envoie $100 en Bitcoin, personne ne va valider cette transaction. C'est les ordinateurs qui font le job. Et donc, on est récompensé, les machines sont récompensées par le réseau de 6,25 bitcoins toutes les 10 minutes. Ça, c'est la récompense mondiale que donne le réseau actuellement à tous les mineurs du monde. Et on se partage cette récompense. Voilà, mais c'est une récompense qui est fondante. C'est-à-dire que quand le réseau Bitcoin a commencé, à l'époque où Pierre s'est intéressé au Bitcoin, c'était 50 bitcoins toutes les 10 minutes. Alors moi, je n'ai pas connu ça. Nous, on a attaqué le mining. On était déjà plus qu'à 25 bitcoins. Et c'est passé à 12,5 genre 2 mois après. Donc là, on est à 6,25 et dans un an pile, enfin un an à peu près, on passe à 3,125 bitcoins toutes les 10 minutes. Donc c'est une récompense fondante. En 2140, il n'y aura plus de récompense du tout. Et tu peux nous dire un peu où tu es installé aujourd'hui? Alors on est une entreprise nantaise. Hein. Big Block Green Service est immatriculé en Vendée, mais Big Block Data Center à Nantes. Et nos usines sont au parc des Virunga, donc au Congo. Au Paraguay, sur le barrage d'Itaipú, et à Oman. Voilà, on travaille avec le gouvernement d'Oman dans le désert, là, sur une grosse usine électrique aussi, et un gros parc solaire. Et sur chacun de ces sites, en gros, vous utilisez le surplus électrique de la production locale. Ah ben, si ce n'est pas du surplus, ils ne peuvent pas nous le vendre au prix où on achète l'électricité, c'est sûr. Les prix dont on a besoin pour être compétitif, vraiment, c'est des prix qu'on peut trouver que si on est en face de surplus. Et donc, dès qu'il y a ce que disait Pierre, dès qu'il y a un autre client qui se présente, bah, c'est plus du surplus. Donc là, du coup, le prix est plus du tout le même. Donc un mineur va aller chercher du surplus électrique systématiquement. En gros, le prix d'achat le kilowattheure d'un mineur, c'est
3 cents de dollars à peu près. Au-delà, ça devient difficile, en prix d'achat. Hein. C'est vrai que sur le minage de Bitcoin, on a entendu des choses, ça remonte un petit peu, mais c'est que la Chine, par exemple, l'a interdit. Non, la Chine n'a jamais interdit le mining de Bitcoin. Voilà. C'est pas vrai, c'est une légende urbaine. Voilà, c'est comment la presse traite l'information du Bitcoin, c'est toujours pareil. Non mais ça n'a jamais été interdit en Chine, vraiment c'est très important. Hein. À chaque fois, il y a eu un truc sur France Inter il y a 2 mois, là. Pareil, la journaliste elle commence par ça, quoi, à dire la Chine a interdit le Bitcoin parce que c'était sale en plus, comme si la Chine avait des préoccupations écologiques. Et c'est dingue, ils sont en train de construire 300 centrales au charbon quand même, faut savoir. Mais pour la presse européenne et française, le mining de Bitcoin est interdit pour des causes de pollution. Donc il n'a pas été interdit, il y a eu un ban très momentané où ils ont demandé aux électriciens de couper l'électricité aux mineurs. Mais actuellement, le mining chinois, c'est 20% du mining mondial. Donc il n'y a jamais eu de loi qui a interdit le mining. Il y a eu une période d'observation, ils ont coupé, puis après ils ont laissé revenir et ils ont mis ça sur les centrales électriques qu'on avait besoin en fait. Donc les centrales hydro en général. Ok, je pense ça pour moi et pour France Inter. Mais toute la presse européenne, occidentale, dit que le mining a été interdit en Chine et ça n'existe pas. J'ai bien fait fouiller par mes avocats, les textes de loi, il n'y en a pas. On est dans un contexte qui est quand même assez compliqué en ce moment. On a des banques américaines qui sont en mauvaise santé. Je me renseignais un peu sur les banques européennes qui se veulent rassurantes sur le système européen, sur la qualité et les fonds qu'elles détiennent en propre. Malgré tout, j'ai l'impression quand même que la position, Pierre, toi, ça fait, on l'a dit, plus de 12 ans maintenant avec Paynium que tu vends du Bitcoin contre de l'euro et inversement. La position des banques, elle n'a pas tellement changé en 12 ans. Non, elle n'a pas changé pour la raison que je disais en introduction. C'est-à-dire que quand tu es dans un contexte de monopole, c'est extrêmement compliqué de te faire l'avocat de la concurrence. On a connu la même situation en fait avec France Télécom dans les années qu'on appelait la voie sur IP. C'est-à-dire qu'en gros, quand la voie a transité de lignes spécialisées à Internet. Aujourd'hui, toute la téléphonie passe sur Internet. Mais il faut savoir que quand j'étais petit, ça passait sur des lignes spécialisées. Et France Télécom expliquait qu'il fallait utiliser des lignes spécialisées parce qu'Internet, c'était pas les... Ils invoquaient la qualité de service à l'époque, il faut savoir. Hein. Donc il y a toujours une bonne raison pour ne pas sortir du monopole, pour celui qui détient le monopole. Et on observe exactement la même chose sur Bitcoin. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je me suis engagé sur Bitcoin, c'est que j'ai compris, en fait, c'était le même phénomène que le courrier électronique et le web, de transformation que j'ai eu la chance auquel j'ai eu la chance d'assister. Et sur la troisième, j'ai dit non, je veux faire partie de l'aventure cette fois-ci. Je trouve que quand même aujourd'hui, c'est tenable. On a une inflation sur les produits alimentaires qui est de 17%. On a des taux d'emprunt qui sont de plus en plus élevés. Enfin, globalement, quand on va chez le banquier, c'est rarement pour une bonne nouvelle. Aujourd'hui, j'imagine qu'une partie des personnes qui est présente ce soir, elle étudie Bitcoin comme une alternative potentielle, comme monnaie refuge, comme opportunité peut-être d'investissement. Le discours des banques est quand même plus délicat aujourd'hui. Ben oui, et pourtant il est repris par la presse, comme le soulignait Sébastien. Pas toute la presse. Non, pas toute la presse, justement. Et on peut souligner le média 20 minutes que tu représentes, parce qu'ils sont, vous faites un effort de vérité. Mais clairement, la presse a un problème, globalement, c'est qu'elle a des problèmes d'argent. Et quand on a des problèmes d'argent dans un contexte de monopole, on est dépendant de celui qui fournit l'argent, c'est-à-dire la banque. Donc du coup, elle n'a plus la liberté de parole pour parler de monopole et de banque. C'est pour ça que personne ici ne sait qu'il y a peut-être 2000 banques américaines qui sont en situation de quasi-faillite aujourd'hui. Personne ne le sait, parce que si ça se savait, ça créerait peut-être de la panique qui pourrait se propager à l'Europe. Donc on va pas en parler. C'est ça la situation aujourd'hui qu'on connaît. Je ne veux pas citer la boîte en particulier parce qu'on fait cette conférence ici, mais on a un vrai problème de monopole, c'est-à-dire qu'on a un système extrêmement fragile. À partir du moment où tu n'as qu'un système et que ce système commence à avoir des trous pour les raisons qu'on sait, hein, la création monétaire liée au Covid et notamment et à la guerre en Ukraine, mais la situation du coup de création monétaire était telle que l'inflation est galopante. Le prix de l'or que j'ai montré, le graphe du prix de l'or, c'est la vraie inflation en fait. Quand l'INSEE mesure l'inflation, en gros, ils enlèvent une partie des choses qui augmentent trop en fait. Donc le logement et tout ça, ils l'ont sorti. Donc évidemment, tu peux dire que l'inflation est à 5%. En vrai, elle est sans doute plutôt à 15-20%. Je vous laisse faire le calcul des intérêts composés, mais vous voyez bien que
la monnaie se déprécie à une vitesse grand V. Donc on est effectivement dans une situation de crise monétaire qui devient une crise économique quand il y a un monopole. S'il y avait plusieurs systèmes monétaires, la crise d'un système ne serait pas la crise de l'économie. Mais à partir du moment où on est en monopole, la crise du système devient la crise de l'économie. Il transfère le risque à l'économie tout entière. Je me permets, la détestation des banques pour le Bitcoin, c'est quand même un truc très très français. Hein. Ce n'est pas le seul pays où ça existe. Il faut savoir que chez nous, la Fédération bancaire française est dirigée par Philippe Brassac, le patron du Crédit Agricole, et que le gars avait annoncé le Bitcoin à moins d'$1 pour le 30 avril dernier. Alors, on est à 30 000. Donc c'est pour dire à quel point ils sont à côté de la plaque. L'écosystème bancaire français reçoit ce genre de message de son syndicat, reçoit ce genre de message de la Banque de France, qui a dit en 2017 ou 2018, Bitcoin n'y touchez pas. Ils ont carrément sorti une vidéo pour la diffuser au monde entier, hein, enfin toute la France. Voilà, c'est assez dingue de se dire qu'à l'époque, le Bitcoin valait $6 000, hein, et qu'aujourd'hui, ça vaut 30 000. Le conseil de la Banque de France, c'est surtout n'y touchez pas. Voilà, ben, vous auriez fait x5. Il n'est pas un conseiller en investissement, je précise quand même. Ah ben pour moi, c'est un conseiller en investissement. Achetez du Bitcoin, vite, vite. Moi, j'en vends pas, hein, mais Monsieur Noisin en vend. Vous pouvez en acheter pour 100 € tous les mois. Il faut acheter du Bitcoin. Si vous le faites pas, vous vous souviendrez de ce jour, dans 1 an ou 2, là, et vous direz, mais pourquoi j'ai pas acheté du Bitcoin? Voilà. Alors, moi, je ne conseille pas d'acheter, je conseille d'étudier Bitcoin avant de l'acheter. C'est-à-dire que le problème, c'est que si les gens achètent sans l'avoir étudié avant, ils vont faire ce qu'on appelle du panic sell. C'est-à-dire qu'ils vont vendre la première baisse de 10% qui peut arriver, effectivement, et là, ils vont perdre. On a 2 heures de conférence, Pierre. Ils sont en train d'étudier le Bitcoin. Bien sûr. Attendez la fin de la conférence. Vous tous ici ce soir, évidemment, vous n'êtes pas concernés par ma recommandation parce que vous avez fait l'effort de venir. Mais tous ceux que vous rencontrez qui vous disent « je vais acheter du Bitcoin », etc., dites-leur étudiez Bitcoin avant, parce que sinon ils vont paniquer à la première baisse. S'ils savent ce que c'est, ils vont être plus sereins, comme moi, comme nous tous, et ils savent que la tendance, c'est celle que j'ai montrée dans le graphe tout à l'heure. Donc, mais il faut avoir un peu de temps devant soi. On a tous fait l'erreur au départ, je pense, mais c'est aussi pour ça qu'il y a autant de volatilité dans Bitcoin. C'est que quand il y a des ayatollahs comme nous qui parlons de cette technologie avec autant d'enthousiasme, ça paraît être le nouvel or numérique, c'est la poule aux œufs d'or. Donc tout le monde s'y rue et à chaque fois, tous les 4 ans, il se passe exactement la même chose. Les gens achètent sans comprendre, ça fait x10 et ils revendent dans la panique ou l'achètent trop tard, etc. Et puis il y a toujours une petite base de personnes qui ont fait l'effort de comprendre la technologie. À chaque cycle, cette couche de base s'élargit. Et en fait, ce qui est très important de voir dans Bitcoin, ce n'est pas forcément les points les plus hauts. Ce n'est pas les $20 000, les $70 000 il y a quelques 18 mois. C'est les couches, plutôt les points les plus bas. Ça a été $300, $3 000. Là, ça a été aux environs de $20 000. À combien ça sera la prochaine fois? Il ne faut pas regarder le haut, il faut regarder la couche et les fondamentaux. Et en fait, quand Pierre racontait les problèmes, alors ça commence à arriver, mais je pense que le problème de la monnaie et le problème monétaire en Occident et dans les pays développés, il n'est pas encore assez grave. On est allé au Ghana avec Sébastien. Là-bas, les gens savent ce que c'est qu'une mauvaise monnaie. Ils ont conscience, enfin, ils l'ont dans leur chair, de comment choisir la réserve de valeur dans laquelle ils vont mettre leur salaire, dans laquelle ils vont mettre leur économie. Aller au Liban, aller en Argentine, ils ont compris. Ils savent ce que c'est qu'une mauvaise monnaie. Ici, on fait un petit sondage. Qu'est-ce que l'argent ? C'est extrêmement compliqué comme question. Et en fait, Bitcoin vient mettre beaucoup de lumière là-dessus. Enfin, moi, j'ai une analogie que j'utilise souvent. Bitcoin, c'est un trompe-l'œil. C'est-à-dire que vous regardez une image pendant des heures et des heures, vous ne voyez rien, et d'un coup, vous voyez cette femme avec une robe rouge au milieu. Et vous vous dites, mais comment j'ai pu la louper tout ce temps? Et vous voyez qu'elle. Bitcoin, c'est ça. Quand le déclic est là, quand il y a ce moment Eureka, vous voyez que lui. Et si Bitcoin ne vous obsède pas, c'est que finalement, vous n'avez pas bien compris, quoi. C'est ça. Essayez de comprendre. Tout à fait. Mais en plus, j'ajouterais que là, c'était sur la problématique monétaire, mais quand Sébastien parlait de l'énergie, pareil, ici, ça paraît complètement absurde, et tu l'as précisé, Pierre, ici, les surplus d'énergie, mais on n'a pas de surplus d'énergie, on parlait de coupure d'électricité cet hiver, qu'est-ce que tu me racontes? Sébastien, il a des barrages hydroélectriques inutilisés, qui ont été construits il y a quelques décennies, personne ne les utilise en Afrique. Le problème, et il l'expliquera beaucoup mieux que moi. Plus récent que ça, c'est encore même plus récent. Mais il y en a partout dans le monde des barrages. Partout dans le monde, il y a des surcapacités. Le barrage d'Aitapu dont Sébastien parlait au Paraguay, c'est 5000 mégawatts. 5000 mégawatts, pour que les gens aient un peu les ordres de grandeur, c'est 5 centrales nucléaires inexploitées. Pourquoi? Parce que quand vous développez un barrage hydroélectrique, vous développez ça
pour les 50, 60, 70 prochaines années, pour le développement de votre économie, de votre pays au local. Vous ne faites pas ça pour les 5 prochaines années. Donc vous avez sur plusieurs décennies des surcapacités gigantesques. Qui va acheter cette électricité? Est-ce que du coup vous allez installer une usine d'hydrogène? Mais cette usine d'hydrogène, vous allez lui dire, par contre dans 5 à 10 ans, tu pars parce que mon électricité, elle va dans une ville. Sébastien avec ses containers dit, moi je veux bien venir. Dans 5-10 ans, ensuite, mes containers, je vais les mettre ailleurs. On n'a pas encore les problèmes que le reste du monde a déjà très très bien compris. Et nous, on est un peu en retard, mais ça arrive, c'est en train d'arriver. On a beaucoup parlé d'énergie, pardon. On a assez peu évoqué l'utilité du Bitcoin. On a parlé de monnaie refuge, d'investissement. Mais si jamais on devait dire à quoi sert Bitcoin pour le commun des mortels, qu'est-ce que vous me diriez? Là, c'est une question à vous trois. Pierre l'a un peu dit au départ, à quoi ça sert. Moi, ce qui m'a marqué au début, quand j'ai commencé à m'intéresser au Bitcoin en 2015, c'était 2 axes principaux. C'est que nous, ici, encore, il l'a dit Guillaume, hein, ici en Europe, en France, on n'est pas très sensible à la fragilité de notre monnaie. Pour nous, l'euro, jusqu'à maintenant, c'était pas trop mal. Et puis aussi, on pense qu'on a un État protecteur, qu'on a un gouvernement qui est friendly. Ce n'est pas le cas partout. Et quand le gouvernement a le pouvoir sur la monnaie, ce qui est le cas à peu près partout, hein, parce que le monopole d'État est partout sur les monnaies fiat, les monnaies fiduciaires, quand c'est un État friendly, ça va. Quand c'est un État fasciste ou en tous les cas un dictateur, vous êtes complètement sous l'emprise de ce dictateur parce que la monnaie dépend de son bon vouloir. Il peut vous la saisir à tout moment. Et il faut savoir que dans le monde, il y a plus de 30% de la population qui vit sous le joug d'un dictateur. Et le malheur, hein, c'est que ce pourcentage, il augmente. Il n'a pas tendance à diminuer. Il y a de moins en moins de démocraties dans le monde et les démocraties sont en train de se transformer. Sur la surveillance de l'argent et de la facilité de saisir l'argent, on a vu ce qui s'est passé au Canada, où Trudeau a saisi les comptes bancaires et les transactions qui étaient faites pour soutenir les routiers qui venaient manifester contre je ne sais plus quoi là, pour le Covid. Je ne prends pas parti pour les routiers, hein, je dis juste que la répression financière contre ces gens-là pour des idées politiques qu'on ne partageait pas, c'est quand même dramatique dans une démocratie qui se posait là, hein, comme exemplaire, qui était le Canada il y a encore quelques années. Moi, je connais plein de chefs d'entreprise canadiens qui dégagent du Canada en disant on est en train de devenir un pays fasciste. Donc bref, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans ces conditions-là, dans un État totalitaire, le fait de pouvoir s'échapper avec Bitcoin est ultra important. Et le deuxième aspect, c'est l'inclusion financière. Nous, on a tous des cartes bleues, des comptes bancaires, on peut faire des virements internationaux et on a même encore des chéquiers en France. Mais il faut bien comprendre qu'on est extrêmement privilégié. Il y a 40% de la population dans le monde qui n'a pas accès aux banques, qui n'a pas subi cette inclusion financière. Donc il ne vit qu'avec le liquide de leur monnaie locale, qui s'effondre. Donc là, ça prend tout son sens. C'est pour ça que Guillaume disait, si vous allez au Liban, ou au Ghana, ou au Nigeria, ou au Zimbabwe, ou en Argentine, au Brésil, même en ce moment, en Turquie, les monnaies s'écroulent. Et là, Bitcoin devient une réserve de valeur, surtout quand on a en tête le schéma qu'a montré Pierre au début, c'est-à-dire l'énorme progression du Bitcoin. On est passé de 1 dollar à 30 000 $ en 10 ans. Donc, comme l'a dit Pierre, ceux qui soutiennent que ce n'est pas une réserve de valeur, ils le regardent de trop près. Il faut dézoomer un petit peu. Voilà, c'est à ça que sert le Bitcoin. Alors, juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire sur l'Afrique, effectivement, on a observé par exemple sur la téléphonie que les gens en Afrique sont allés directement sur le téléphone mobile sans passer par le téléphone fixe. En gros, maintenant, c'est très répandu en Afrique, le téléphone mobile. La case téléphone fixe, elle n'a quasiment pas été touchée par l'Afrique. Je pense que sur l'inclusion financière, c'est un peu la même chose. Les gens vont aller directement de « j'ai pas de moyen de paiement » à Bitcoin sans passer par la case compte bancaire. Parce que c'est juste trop coûteux, trop inefficace, trop corrompu dans beaucoup de pays. Et ils vont aller directement sur une monnaie apolitique comme Bitcoin pour toutes les raisons que Sébastien a dit. Ils utilisent déjà pas mal le mobile money, hein. Donc la vente de crédit téléphonique devient une monnaie en Afrique, c'est juste dingue. Tellement les monnaies nationales sont déficientes et mal distribuées. Quand on était, je suis parti donc avec l'associé de Guillaume en Centrafrique. Là, carrément, on donne l'équivalent de 10 $ pour acheter une bouteille d'eau. Le commerçant n'a pas la monnaie, il n'a pas assez de billets pour vous la rendre. Donc il faut acheter 5 bouteilles d'eau. Hein. On en est là. Donc ils préfèrent le mobile money, c'est-à-dire s'échanger des crédits téléphoniques Orange, par exemple. Et ils viendront évidemment au Bitcoin, sans passer par la banque.
Ouais, très rapidement, moi l'explication la plus efficace que j'ai quand je dois pitcher Bitcoin, c'est l'or 2.0, l'or numérique. Et en fait, quand moi j'ai eu la réalisation qu'on était en train de faire une révolution technologique sur quelque chose que l'humanité utilise depuis 5000 ans, il y a quelque chose à creuser, quoi. Il y a Yves Chouefati qui dit que l'or, c'est du Bitcoin en moins bien. Et c'est exactement ça. En fait, pendant des dizaines d'années, des siècles, on a utilisé, par exemple, pour se déplacer, les chevaux. C'est le truc le moins con qu'on avait trouvé autour de nous pour se déplacer rapidement et efficacement. À un moment donné, l'homme a utilisé son intelligence pour dire « Putain, mais pourquoi on ne designerait pas quelque chose de plus efficace, plus rapide, plus résilient, etc. » Ça s'appelle l'automobile. Pendant des millénaires, on a utilisé l'or. C'était le truc le moins con qu'on a trouvé autour de nous pour être utilisé comme réserve de valeur. Et les banques centrales conservent toujours de l'or, hein. Eh ben, en 2008, il y a quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto qui a dit « en fait, j'ai designé quelque chose qui est mieux que l'or à l'ère du numérique, ça s'appelle Bitcoin. » Est-ce qu'on peut explorer avec toi une autre utilité de la blockchain, et là en l'occurrence du Bitcoin, c'est à savoir la question des NFT. Est-ce que ça recouvre ce terme de NFT? En fait, il faut revenir un peu en arrière et vraiment comprendre, quand je disais l'innovation de rupture et qu'est-ce qu'a changé Bitcoin, c'est la rareté numérique. Il faut vraiment avoir conscience de ces deux mots, rareté numérique. Pourquoi ? Parce que avant l'arrivée de Bitcoin, le concept de rareté dans le monde numérique, il n'existait pas. C'est-à-dire que moi, je te donne un billet de 5 €, tu le possèdes, je ne le possède plus. Pareil pour une pièce d'or. Par contre, quand je t'envoie un SMS ou un email, c'est une copie auquel tu as accès maintenant. Mais je l'ai toujours sur mon serveur. Avec l'argent, ce n'est pas possible, ça. C'est pour ça qu'on a mis du coup des intermédiaires en place qui s'assuraient que quand je t'envoyais 5 €, ils étaient supprimés de mon compte et crédités sur le tien. La numérisation du système bancaire et du système financier a mis des intermédiaires partout. Bitcoin a balayé tout ça d'un revers de main et permet, comme son nom l'indique, peer-to-peer electronic cash system, d'échanger comme un billet, mais une pièce numérique qui s'appelle Bitcoin. Donc la rareté numérique. Maintenant, à partir de là, le champ des possibles est infini. Par exemple, l'art numérique. La rareté numérique, donc on pourrait faire de l'art numérique parce qu'il y a une notion de rareté. Vous pouvez maintenant avoir un JPEG unique. Alors là, vous allez me dire, un JPEG unique, j'en ai rien à faire, c'est complètement idiot. D'où l'intérêt et d'où viendrait la valeur. En fin de compte, moi j'ai pris beaucoup de temps à comprendre ça, mais par exemple, il existe aujourd'hui des milliers et des milliers de Joconde. Mais il n'y en a qu'une seule qui a vraiment de la valeur. Et les milliers sont toutes similaires. Si on les mettait là, l'une à côté des autres, vous êtes incapable de savoir laquelle est la vraie. Par contre, il y en a une seule qui a de la valeur, c'est celle qui est au Louvre et qui a été faite par Léonard de Vinci. Et on sait que c'est Léonard de Vinci qui l'a fait, celle-ci. Avec un NFT, vous allez pouvoir mettre cette connexion entre un artiste et son œuvre, par exemple, grâce à la rareté numérique, sans aucun intermédiaire. Voilà une des autres applications, par exemple, de Bitcoin et des cryptos. Pour aller dans ton sens, l'an dernier, donc nous on fait un journal, et l'an dernier j'ai pris contact avec des artistes qui faisaient des NFT pour leur acheter des œuvres afin de les utiliser dans le journal. Donc, systématiquement, je leur écrivais pour leur demander si j'achète ton NFT avec le compte de la boîte, évidemment, est-ce que je peux l'utiliser dans le journal, etc. Donc, généralement, je dis oui, on a pu le faire, on a pu les acheter, les faire paraître dans le journal. Et quand j'ai dû m'en séparer pour les faire gagner à nos lecteurs, j'avais quand même un petit pincement au cœur et je me sentais dépossédé, alors que j'avais encore le visuel HD, il était dans ma boîte email, il était sur mon ordinateur, etc. Le fait de ne plus être, en gros, détenteur propriétaire, exactement. Du certificat de propriété, j'avais l'impression que... Et tu retrouves ça partout. Par exemple, ma compagne qui travaille chez Chanel, il y a des sacs Chanel, des copies de sacs Chanel qui sont très, et la tienne aussi d'ailleurs. Mais du coup, il y a des copies qui sont extrêmement bien faites. Pourtant, il y a la queue devant les boutiques Chanel. Les gens veulent Chanel, ils veulent l'histoire de Gabriel Chanel. Ils veulent pas une copie, ils veulent le lien. Mais pourquoi ? Parce que tu as des très bonnes copies, de la qualité quasiment des sacs Chanel. Mais c'est pas Chanel, c'est pas la Mona Lisa de Léonard de Vinci. Et c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, grâce à Bitcoin et aux cryptos, tu as introduit cette notion de rareté numérique. Et ça, avant, ça n'existait pas avant l'apparition de Bitcoin.
Pierre, toi, tu es sensible à cette question de la rareté numérique ? Alors, j'ai eu pas mal de discussions avec des partisans du NFT par rapport à Bitcoin. Donc, il y a une grande différence, je crois, pour moi, d'appréciation sur les NFT. Pour moi, c'est un certificat d'authenticité. C'est ce que vient de dire Guillaume. C'est le certificat d'authenticité transférable, vérifiable et infalsifiable. Donc, c'est beaucoup mieux qu'un certificat d'authenticité papier. Là-dessus, il n'y a pas de doute. De même que la signature électronique est beaucoup plus sûre que la signature manuscrite pour plein de raisons. Le NFT, en tant que certificat d'authenticité, est tout à fait performant. De là à parler de rareté, je ne dirais pas ça, parce qu'on peut émettre des certificats d'authenticité à foison. Là, ce qui compte, c'est la chaîne de propriété, en fait. Est-ce que je peux remonter avec ces différentes signatures jusqu'à l'artiste ou à la maison qui a créé l'objet. Et donc ça, pour moi, ça a plus à voir avec la traçabilité et la cryptographie qu'avec la rareté. Mais c'est pour ça que les œuvres d'art qui se vendent 100 000 € pour un NFT numérique, moi, je ne suis pas sensible à ça parce qu'on peut faire la même chose, on peut faire la même opération sur une autre chaîne. En fait. Le problème, c'est que cette rareté existe sur Bitcoin, par exemple, parce qu'il y a une contrepartie énergétique. Si on est sur des monnaies à preuve d'enjeu, où il n'y a pas de contrepartie énergétique, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de coût à faire, à être participant à toutes ces autres chaînes. Donc, on peut en avoir 10, 100 et avoir le NFT sur 10 ou 100 différentes blockchains. Donc, à chaque fois, on peut dire, sur ma chaîne, il est unique, bah, sauf qu'il y a plein d'autres chaînes qui peuvent... donc, il y a une chaîne de signature sur une chaîne, mais est-ce qu'il faut que je fasse des chaînes de signature semblables sur toutes les autres chaînes? Et si j'en manque une, quelqu'un va prétendre que c'est la bonne. Enfin, tout ça est quand même un petit peu... Moi, je parlais des NFT sur Bitcoin. Hein. Voilà, c'est pour ça que je pense que la distinction est importante à faire, parce que les NFT, c'est associé à Ethereum, qui est preuve d'enjeu, où il n'y a pas de contrepartie énergétique. Voilà, c'est une autre blockchain. Et les NFT, en général, sont sur ces chaînes à preuve d'enjeu. Donc, pour moi, il n'y a pas de rareté dans la preuve d'enjeu. C'est pas possible. C'est contradictoire avec la notion de rareté. La rareté se définissant du point de vue économique comme il faut de l'énergie pour l'obtenir. C'est ça la définition de la rareté. S'il faut de l'énergie pour obtenir quelque chose, ce quelque chose est rare. S'il n'y a pas besoin d'énergie pour l'obtenir, c'est pas rare. C'est aussi simple que ça. Il y a plusieurs fois le terme de preuve d'enjeu, je pense qu'il faut l'expliciter. Alors, preuve d'enjeu, c'est en gros la même chose que Bitcoin en enlevant la preuve d'énergie. C'est-à-dire qu'on a bien la chaîne de signature, on a la chaîne de blocs, on a tout le reste, mais on a mis l'énergie à zéro. En gros. Et on a la chaîne de signature. Alors, pour éviter qu'il n'y ait aucune sécurité, parce que du coup, les gens se disent, on est sur un réseau social, en fait. La valeur, du coup, c'est vraiment l'écosystème, le nombre d'utilisateurs, le nombre d'applications. D'ailleurs, c'est ce que dit la fondation Ethereum. En gros, ils disent, la valeur d'Ethereum, c'est le nombre d'applications, l'écosystème, etc. Ils insistent beaucoup là-dessus, parce qu'effectivement, il n'y a plus de contrepartie énergétique. Donc, plus de rareté. C'est-à-dire qu'il y a un clone d'Ethereum aujourd'hui. La seule chose qui va le distinguer d'Ethereum, c'est l'écosystème, le nombre d'applications, le nombre de développeurs. En gros, donc on tombe toujours sur ces mêmes arguments. Donc on est sur un réseau social, et la monnaie est un réseau social aussi. Donc je ne suis pas en train de dénigrer ou de dire que ça n'existe pas. Il y a une vraie valeur, mais il faut comprendre qu'il n'y a plus de rareté. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a une valeur d'usage, mais il n'y a plus de rareté. Donc la valeur, c'est deux choses, c'est la rareté et l'utilité. Quand vous enlevez l'énergie, il n'y a plus la rareté, il reste l'utilité. Moralité, il faut prendre des NFT sur Bitcoin. Ceci est-il un conseil en investissement? Non. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de l'entreprise que vous avez lancée tous les deux avec d'autres, Clinsat Mining, qui s'appuie sur la blockchain. On va parler aussi du fait qu'elle est lancée en Suisse, qu'elle s'appuie sur une société de minage suisse. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi cette entreprise, vous l'avez lancée sur la blockchain et pourquoi vous ne l'auriez pas lancée différemment? C'est le président, vas-y. En fait, la problématique qu'on a constatée, alors du coup, Sébastien, lui, minait depuis des années. Le problème qu'il y avait, c'est que si quelqu'un voulait participer à la grande aventure, par exemple des parcs des Virunga, il fallait acheter une machine à Sébastien. En l'occurrence, aujourd'hui, elle va coûter quoi, 1500, 2000 3000, allez, 3000 €. Bah voilà, il faut 3000 € pour acheter de A à Z une machine qui va être installée dans un des containers du parc des Virunga au Congo. L'objectif en fait du coup de Clinsat Mining, c'est d'ouvrir cet investissement à tout le monde, de permettre une fractionnalisation, je ne sais pas si c'est un anglicisme, et puis une liquidité aussi, parce que du coup sur les 3000 € que vous avez investi sur le container de Sébastien, si vous voulez le revendre dans 6 mois parce que vous avez besoin d'argent pour partir en vacances ou quelconque autre raison, ce n'est pas forcément l'actif le plus liquide. Voilà. Voilà.
pas de marché. C'est ça. Bah, l'objectif, du coup, c'est éventuellement de créer une structure, donc créer une société, et d'avoir les machines qui sont détenues par la société, et ensuite, tu as des investisseurs qui investissent à l'intérieur. Maintenant, ça s'appelle du private equity. À l'heure actuelle, la plupart des gens n'en font pas parce que en fait, les tickets minimum, c'est environ 50 000 euros. Parce qu'en dessous des 50 000 euros, c'est pas rentable. Finalement, tu as besoin d'un notaire, d'un avocat, d'un contrat de cession, un intermédiaire financier. Bref, ça vaut pas la peine. Donc peu de gens font du private equity. Donc les sociétés pas cotées en bourse. L'idée, c'est comment on peut rendre une société non cotée en bourse, du coup, aussi liquide et divisible qu'une société comme Tesla, Apple, etc. Créer de l'actionnariat pour des entreprises de moyenne, petite taille. Exactement. Et ça, du coup, avec la tokenisation, donc en gros, pour la faire très 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 simple, c'est comme si vous aviez un Bitcoin et légalement, du coup c'est une décision du conseil d'administration de la société, vous liez dans un document, c'est un document écrit du conseil d'administration qui dit celui qui possède ce Bitcoin possède maintenant une action de la société. Alors c'est pas ça, c'est un token, mais vous avez compris l'idée. Et du coup, quiconque détient ce Bitcoin maintenant est officiellement et légalement propriétaire d'une part d'une société qui détient des machines de minage qui sont exploitées sur différents sites à travers la planète. Parce que là, on parle du Congo, mais l'idée, du coup, c'est aussi de permettre d'avoir plusieurs sites au Paraguay, à Oman, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc., etc. Et là, l'objectif, avec ce système-là, tu permets de vendre ces tokens, ces morceaux de Bitcoin, à 50 €. Donc, tu as permis la divisibilité et la liquidité de l'investissement. Tu n'as pas besoin de notaire. Et là, tu n'as pas besoin de notaire parce que dans le cadre réglementaire suisse, et c'est pour ça qu'on est en Suisse, aujourd'hui, c'est relativement mature, c'est qu'une transaction crypto est considérée comme un acte de cession. Cette phrase, il faut la surligner et la mettre en gras, c'est la plus importante de la conférence. Une transaction crypto est considérée comme un acte de cession. Ça veut dire que si je t'envoie le token, tu es maintenant officiellement propriétaire d'une action de la société, je ne le suis plus. On n'a pas besoin d'avoir signé des papiers, aller voir le notaire, l'avocat, etc., etc. En fait, on avait des places de marché et voilà, des S&P 500, des Euronext, etc. Là, on liquéfie complètement le private equity. C'est-à-dire qu'on a une énorme place de marché globale sur Internet où n'importe qui peut en fait tokeniser sa société et s'adresser au marché, à tout le monde, et vendre des tokens à 50 €. Alors, ça implique certains problèmes, bien évidemment, mais en tout cas, on a l'outil technologique pour. Moi, il y a vraiment quelque chose de clé et qui marque les gens. Or, il y a, je pense, pas mal de personnes, statistiquement, au moins 15% des gens qui ont des actions ici. Comment vous me les enverriez là, tout de suite, maintenant ? C'est juste impossible. Ils sont dans une plateforme, Boursorama, BNP, etc. C'est juste impossible. Moi, là, j'ai des actions CleanSat Mining. Je peux vous en distribuer à tous, là, maintenant, instantanément. Ouais. Et on en fait gagner à la fin de la conférence. Non, mais techniquement, c'est possible. C'est-à-dire qu'on a rendu, grâce à Bitcoin et aux cryptos, Bitcoin a fait le trou à l'intérieur. Maintenant, tous les actifs de valeur vont être tokenisés, tous. C'est une évidence. Ça, c'est possible en Suisse, mais pas en France. En France, le cadre réglementaire n'est pas encore tout à fait... On a les meilleurs régulateurs du monde en France, on ne peut pas tout avoir. Donc effectivement, il y a beaucoup de contraintes en France et du coup, on ne peut pas faire ce que décrit Guillaume. Et c'est très dommage pour toutes les entreprises qui veulent se financer parce que pour moi et pour Guillaume, c'est une évidence qu'il faut l'autoriser. Mais il y a des petits hommes gris quelque part qui nous empêchent de le faire aujourd'hui en France. Parce que là, tu ferais une sorte de crowdfunding, mais avec de la contrepartie ultra concrète et la possibilité de prendre part au vol. Ah, mais c'est du crowdfunding. C'est la plateforme de crowdfunding. Mais quand tu fais du crowdfunding, qu'est-ce que tu reçois en échange ? En fait, là, maintenant, tu as un support, un certificat de propriété. Ton certificat de propriété, vraiment, c'est très simple à visualiser. Hein. Pendant de nouveau des siècles, on va dire des décennies, on a utilisé comme support de propriété le papier. Les gens, avant, quand ils avaient des actions de la Compagnie des Indes britanniques, etc., c'était écrit « Je possède 100 parts de cette société ». Et ce papier, je te le vendais sur une place de marché. C'est pas pour rien que ça s'appelle une place de marché, de main en main. La numérisation, de nouveau, a fait que plus personne n'a ces morceaux de papier, c'est stocké sur des bases de données, à la BNP, à la Société Générale, etc. On passe du papier à la numérisation, à la tokenisation, on revient, on fait sauter tous les intermédiaires. C'est comme si tu avais un morceau de papier maintenant, mais dans ton smartphone. Oui, ce qui est différent par rapport au crowdfunding que tu cites, c'est que en fait, là, on parle de tokenisation, c'est-à-dire qu'on a tokenisé. Le crowdfunding, c'est du financement direct. On n'a même pas besoin de tokeniser, en fait. Mais sauf que avec les cryptos, on n'a plus besoin de plateforme de crowdfunding. Parce qu'un smart contract ou un contrat même Bitcoin, on peut le faire avec Bitcoin dans une transaction Bitcoin,
fait le job de la plateforme de crowdfunding. Donc aujourd'hui, en fait, les plateformes de crowdfunding sont obsolètes dans le monde des cryptos, il faut le savoir. Mais le régulateur continue de dire il y a des plateformes régulées qui sont autorisées à faire du crowdfunding et vous ne pouvez pas le faire en crypto parce que les commissions seraient divisées par... voilà, il y aurait évidemment que les commissions seraient divisées par je ne sais pas combien. Au lieu de payer 10% de commission, on paierait 1% de commission sur le crowdfunding avec des cryptos. Mais le régulateur, encore une fois, on a les meilleurs régulateurs du monde, champion du monde de la régulation, on ne peut pas le faire. Bon, on va continuer à parler peut-être un peu des régulateurs. Hein. Je te sens bien là, Pierre. Ouais, je vais en parler. J'ai retrouvé une phrase d'un député européen qui dit que le règlement européen, donc MiCA, dont vous avez peut-être entendu parler, est censé mettre fin au Far West des crypto-monnaies. Que vient changer ce nouveau cadre législatif européen et comment tu l'accueilles? Moi, je pense que j'ai donné un aperçu de mon opinion. Là. Mais non, c'est juste une espèce de fantasme chez les bureaucrates européens de penser qu'en régulant, ils s'approprient quelque chose. En fait, ils régulent quelque chose qui n'existe pas encore, qui est à l'état complètement expérimental. Ce que décrit Guillaume, c'est une première mondiale, je crois, quasiment. Enfin, première suisse, première européenne. Ce que vous avez fait avec l'Insight Mining. Alors, tokenisation en Suisse, ça existe, mais c'est émergent, on va dire. Ça n'existe pas depuis 10 ans. Quoi. On est sur quelque chose de très émergent, très minoritaire. Et le premier souci des bureaucrates à Bruxelles, c'est de réguler. Non, avant de réguler, il faut déjà que ça existe. Et qu'il y ait des acteurs qui soient solides par rapport aux acteurs, à leurs concurrents internationaux, etc. C'est ça qu'il faut faire. Et on a l'impression que la régulation, c'est une fin en soi. Alors que c'est microscopique. Tout ce qu'on évoque ici, c'est même Bitcoin, je dirais, à l'échelle des actifs. On parle beaucoup de blanchiment, financement du terrorisme et tout ça. Si vous regardez les chiffres, c'est même pas l'épaisseur du trait du blanchiment et du financement du terrorisme, les crypto-monnaies. Et d'ailleurs, c'est plutôt mal adapté pour ces activités illicites parce que c'est très traçable. Transactions Bitcoin laissent des traces sur Internet indélébiles. Les virements bancaires, par exemple, sont beaucoup plus difficiles à tracer puisque vous passez par des paradis fiscaux et vous ne pouvez plus envoyer de commission rogatoire, enfin de réquisition, parce que c'est un paradis fiscal. Ils ne vous répondront pas si vous êtes une autorité de surveillance ou de police. Dans un paradis fiscal, ils ne répondront pas à la réquisition. Ils sont sur la liste noire du GAFI, la fameuse liste noire des pays. Ils s'en foutent complètement. C'est leur business model d'être des paradis fiscaux. Ils peuvent être sur la liste noire pendant 50 ans encore, ils s'en foutent. Donc la grande masse du blanchiment et du financement du terrorisme, c'est les circuits bancaires traditionnels. Les cryptos sont très mal adaptés à cette activité illicite. Donc enfin, tout est faux dans l'approche des régulateurs aujourd'hui. Par contre, c'est un discours qui est électoralement facile à vendre. C'est ça l'avantage, c'est qu'on manipule des peurs. Donc ça, c'est des émotions, c'est facile à vendre, tout ça. Les explications que je donne, moi, c'est beaucoup moins fun, hein, forcément, parce que c'est ancré dans la réalité. Hein, donc, pour un politicien, c'est plus difficile. Ils ne sont pas tous comme Franck Louvrier. Vous êtes condamné, en quelque sorte, à continuer votre business, à passer entre les mailles, on va dire, à trouver des... Ah non, ça va aller à une vitesse de folie, comme l'intelligence artificielle, mais ailleurs. C'est ça qui se passe, parce qu'à force de manipuler des peurs, on fait effectivement plein de restrictions, plein de bâtons dans les roues aux acteurs locaux, et donc ça se passe ailleurs, c'est tout ce qui se passe. Mais ne nous trompons pas, le mouvement est enclenché, va très très vite, aussi bien sur l'intelligence artificielle que sur les crypto-monnaies. Donc l'enjeu pour les citoyens que nous sommes, c'est d'élire des gens qui comprennent ça et qui vont comprendre qu'il faut un temps pour l'expérimentation et un temps pour la régulation, mais que s'il n'y a pas eu l'expérimentation au départ, il n'y a plus rien à réguler. C'est-à-dire que vous faites un cadre, mais il n'y a pas de tableau dans le cadre. Pour continuer sur ce que tu as dit, il y a des prises de parole qui sont très fortes quand même, hein, contre le Bitcoin. Je crois que c'est le président du Crédit Mutuel qui disait qu'en gros, quand vous achetez du Bitcoin, vous financez le terrorisme. Non, mais pourquoi pas, allons-y. Il est bien placé, lui, pour dire ça. Plus c'est gros, plus ça passe. Donc allons-y. Effectivement, ils se retiennent pas quand ils parlent de Bitcoin. Mais bon, après, c'est pour ça qu'on dit, faites votre propre recherche. Parce que si on lit les médias ou si on les écoute, effectivement, on est dissuadé. Quand on voit le cumul des amendes qu'a pris le Crédit Mutuel depuis 20 ans pour détournement d'argent, blanchiment et tout ce que tu veux, ils sont quand même pas culottés. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la question du risque quand même. Quand on investit dans les crypto-monnaies, on fait tous des erreurs. Vous avez dit que vous-même, vous avez commencé par faire des erreurs. On a parlé de faire en gros d'un gros travail de recherche. Quel conseil ou quelle mise en garde vous donneriez à des gens qui, au sortir de la table ronde, se diraient
chérie, file-moi la carte bleue, je vais acheter du Bitcoin. Ou d'autres crypto-monnaies, parce que c'est vrai qu'on a parlé du Bitcoin, d'Ethereum, mais des crypto-monnaies, vous pouvez en trouver des centaines, voire des milliers. Le plus important, je crois, je vais laisser évidemment Guillaume et Sébastien répondre à ça, mais très brièvement, mettre 100 €, 200 € juste pour expérimenter des paiements en Bitcoin, se familiariser avec la technologie. Moi, je rapproche ça du début de l'email. Quand l'email est apparu, j'en parlais autour de moi, les gens n'avaient pas l'email, ils avaient le fax, ils disaient mais ça sert à quoi? Il y a le fax, c'est tellement mieux, enfin, ça marche bien, pourquoi l'email, je ne sais même pas à quoi ça sert. Et puis, du jour où ils recevaient un email et ils l'envoyaient, ils avaient compris. Et je pouvais leur expliquer aussi longtemps que je voulais, c'était compliqué de les faire changer, d'imaginer quelque chose qu'ils n'avaient pas touché des doigts, ils n'avaient pas fait l'expérience utilisateur eux-mêmes. Donc je crois que c'est la première chose à faire pour faire sa propre expérience, c'est de faire des transactions, des petites transactions de petits montants, installer un porte-monnaie sur son téléphone ou sur son PC ou sur son Mac, c'est mieux, c'est plus sûr. Après, vous pouvez investir. Mais si vous faites déjà, enfin ça c'est le conseil que vous donnez aux autres, si vous êtes là, c'est que déjà vous savez ça probablement, mais si vous rencontrez des gens à qui vous en parlez, c'est important de leur dire expérimentez, ne parlez pas de quelque chose de théorique, c'est quelque chose de très pratique. Moi je dis souvent Bitcoin c'est quelque chose qui ne marche pas en théorie mais qui marche en pratique. Et l'euro c'est l'inverse, ça marche en théorie. Bon, passons. Mais clairement, il faut faire cette expérience. Et après l'investissement, je dirais que si vous investissez une somme significative, il faut se donner 4 ans d'horizon. Parce que le risque, c'est lié à un horizon de temps. Et quand je vois les halvings tous les 4 ans, moins de 4 ans en vrai, parce que le hash rate augmente. Donc pour des raisons techniques, c'est 4 ans en théorie dans le protocole, mais en pratique, on est un peu en dessous de 4 ans. Donc en gros, si vous avez un horizon de placement de 4 ans, vous êtes tranquille. Vous avez historiquement, je connais personne qui a perdu avec un horizon de 4 ans dans le cours du Bitcoin. Donc voilà, c'est ça un peu les conseils que je pourrais donner, mais les conseillers ne sont pas les payeurs. Il faut quand même passer outre les difficultés de création d'un porte-monnaie, ce genre de choses qui restent encore aujourd'hui. Oui, ça c'est la souveraineté numérique. Ouais. C'est le coût de la liberté. C'est-à-dire que si vous voulez être libre dans le monde numérique, il y a un investissement à faire qui est un minimum de connaissances de la cryptographie. C'est en gros les bases de la cryptographie, ce que c'est qu'un mot de passe, etc. Il y a un minimum à savoir comment fonctionne une signature électronique, par exemple. C'est des recherches qui sont utiles à faire parce qu'elles vous serviront à comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites sur Internet. J'ai jamais fait ça, hein. Mais c'est pas obligatoire et c'est juste un plus. Mais clairement, c'est la souveraineté numérique. Elle passe par l'éducation aux bases de. Mais l'effort est vraiment facile à faire. Moi, j'ai un exemple. On est allé en Iran il y a 4-5 ans avec Jean-François, mon associé. On voulait créer une ferme là-bas parce que l'électricité était vraiment pas chère. Et donc, on avait pris contact, on avait un partenaire sur site et on avait pris contact avec le président de la Chambre des métiers et le président de la Chambre de commerce de Téhéran. Et ils ne savaient pas du tout ce que c'était que le Bitcoin. On est arrivé 3 semaines après, entre-temps, la lire iranienne avait perdu 30%. Les gars, ils avaient déjà chopé du Bitcoin. Ils avaient déjà des valets, ils savaient mieux faire une transaction que moi. Ça s'apprend très très vite quand on en a besoin. C'est toujours pareil, il faut avoir envie de le faire. Et bon, bah là, je pense que effectivement, vu l'état du monde en ce moment, du monde économique, on apprend vite. Ouais. Ça prend vite. Guillaume, tu as une recommandation? Alors, conseil, peut-être pas. Bon, l'éducation, je pense que c'est extrêmement important. Si vous comprenez à quoi ça sert, comment ça fonctionne, vous êtes beaucoup plus serein quand il y a cette volatilité. Genre, moi, quand Bitcoin est passé de 70 à 30 000 $, ça m'a fait ni chaud ni froid. Enfin, en fait, il y a une telle conviction dans la technologie et dans son futur qu'au final, la volatilité, elle n'est pas forcément très pertinente sur le court terme, comme Sébastien et Pierre le disaient, sur une horizon de 4-5 ans. Au final, c'est pas que vous prenez pas beaucoup de risques, mais je suis relativement optimiste. Bon, un commentaire là-dessus, 4-5 ans, pourquoi? En fait, 4-5 ans, ça veut dire que je le revends et je fais quelque chose. Mais moi, je raconte souvent à mes amis, mais je le vends contre quoi? C'est-à-dire que ça viendrait à l'idée de personne de vendre ses actions Apple contre la monnaie du Zimbabwe. Donc c'est exactement la même chose quand vous avez un actif comme ça. En fait, une des phrases clés est « il n'y en a que 21 millions ». Il n'y en aura que 21 millions. Dans un monde fini, cette phrase-là, elle est quand même relativement percutante. Quand on voit l'imprimante à billets, etc., il n'y en aura que 21 millions. Aujourd'hui, si vous avez un Bitcoin, on est 8 milliards sur la planète. Que vaudra ce Bitcoin dans le futur? Je ne sais pas. Très compliqué à dire. Mais en tout cas, l'éducation, je pense que c'est fondamental. En gros, gardez-le. Ouais, en tout cas, spéculation, c'est souvent une critique qui est faite à Bitcoin. Bitcoin et crypto servent qu'à spéculer. Les vilains spéculateurs. Mais en fait, la vie est spéculation.
Genre moi d'être venu ici, j'ai spéculé que tout allait bien se passer. Quand on a des enfants, on spécule. Tout est spéculation. Spéculer, c'est se projeter, essayer de réfléchir à l'avenir, de comprendre ce qui va se passer peut-être avant les autres. Les gens qui ont compris, par exemple, au XVIIIe siècle et qui sont partis, la grande aventure, la conquête de l'Ouest, des États-Unis, etc., qui ont acheté un bout de terrain à Manhattan, je peux dire, ils ont pris des risques, ils ont spéculé, que ça, c'était le nouveau monde. C'est là où tout allait se passer. Bien évidemment, acheter un appart à Manhattan aujourd'hui, où il y a 200 ans, c'est pas le même prix, parce que vous prenez pas le même risque. Donc aujourd'hui, acheter un Bitcoin, aujourd'hui, quand tout le monde n'est pas encore convaincu, bien évidemment, vous allez être rémunéré pour ce risque. Vous l'achetez à 30 000 $, vous ne l'achetez pas à 300, comme Pierre l'a acheté à 3 $. C'est exactement la même chose. Il a pris plus de risques que nous, parce qu'il avait compris quelque chose avant tout le monde. Mais c'est vrai que quand il valait 5 ou 10 $, les gens prenaient les acheteurs de Bitcoin pour des fous. Parce qu'effectivement, si tu mettais 10 000 € à l'époque sur un truc qui valait 5 $, mais dont personne ne voulait, avait entendu parler ou quoi que ce soit, tu passais pour un fou. Donc les spéculateurs, c'est comme ceux qui ont acheté des actions Apple à 10 $. Donc aujourd'hui, on fait le même procès. Enfin, pas tout à fait d'ailleurs, c'est intéressant. On parle beaucoup de spéculation pour Bitcoin et un peu moins pour l'action Apple. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est exactement la même situation en termes de multiples, c'est à peu près la même chose. C'est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça sort des radars. Parce que l'action Apple, elle est arrivée en bourse et toute cette partie dans laquelle est Bitcoin aujourd'hui, les 14 premières années de sa vie, où il y a énormément de volatilité, et c'est marrant que tu le mentionnes, l'étude a été faite. C'est-à-dire que toutes les phases, par exemple, de start-up tech, Facebook, Apple, etc., leurs 15 premières années où elles n'étaient pas cotées en bourse, donc en fait leur cours n'était pas listé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de visibilité sur leur prix d'achat sur le marché, se comportaient exactement sur Bitcoin. Sauf qu'ils sont arrivés sur le marché public avec une taille, mettez Bitcoin à 150 000 $, et sa volatilité réduira, comme elle a réduit depuis 14 ans. Et en fait, c'est juste que là, on regarde une technologie qui a tellement de potentiel, mais qui n'est, vous le mentionnez, une goutte d'eau. C'est la taille de Visa aujourd'hui. C'est rien du tout par rapport à la mission du projet de révolutionner l'or, la monnaie, les systèmes de paiement, l'Internet de la valeur. Bref, quand on m'entend parler, de nouveau, les ayatollahs, ils sont complètement fous, c'est la religion. Mais le projet est tellement grand que du coup, 30 000, 50, 60 000 $, c'est un rounding error en anglais, c'est une erreur d'approximation. Enfin, ça ne va pas faire beaucoup de différence dans les prochaines années. Pour moi, c'est confortable en termes d'animateur d'avoir des gens qui sont autant convaincus, entre guillemets, de ce qu'ils défendent. C'est notre job, on est dedans. Tu vois, moi, j'ai mis toute ma vie dans l'aventure du Bitcoin. D'ailleurs, j'ai même pas besoin d'en avoir, si tu veux. Au début, les gens me disaient t'as beaucoup de Bitcoin. J'ai dit non, mais j'ai plein de machines et tout. Enfin, nous, on a tout engagé dedans. Heureusement qu'on est convaincus. Heureusement qu'on est convaincus. Mais quand tu as 12 ou 13 ans d'expérience dans le Bitcoin comme Pierre, tous les ans, tu es plus convaincu que l'année d'avant. Ça, c'est sûr. Oui, parce que ce qu'on ne voit pas non plus dans la presse, c'est les progrès en fait, de la technologie. C'est-à-dire que la technologie aujourd'hui, elle a évolué de manière fantastique depuis 10 ans. Et effectivement, on n'en entend jamais parler des progrès technologiques de Bitcoin. Il y a des mises à jour en gros 2 fois par an, mises à jour majeures. Et en ce moment, on parle beaucoup du réseau Lightning, donc il y a un réseau qui permet de monter en puissance pour atteindre les mêmes capacités de traitement que Visa Mastercard. Il y a quelqu'un qui s'appelle David Marcus, donc l'ancien fondateur de PayPal, qui s'est mis sur le sujet. Il a fondé une start-up là-dessus. Donc David Marcus, c'est quelqu'un qui connaît mieux que personne les systèmes de paiement et Visa Mastercard, parce qu'en tant que fondateur de PayPal, il était client de ces réseaux. Donc s'il s'est mis sur le sujet Lightning et Bitcoin aujourd'hui, je crois que c'est un signal très fort. En plus, vu ses connexions dans la Silicon Valley, c'est quelqu'un qui peut aller voir les PDG de n'importe quel PDG dans la Silicon Valley quand il veut. Et s'il l'a fait, c'est qu'il leur a parlé. Donc je pense qu'ils sont tous dans cette logique-là. C'est qu'une question de temps. On est au tout début aussi. C'est ça qui ne se voit pas dans la courbe, c'est qu'on est au tout début de la courbe d'adoption. On est un peu en ce moment comme était Internet en 95 à peu près. Vous voyez ? Donc, je ne sais pas si vous étiez sur Internet en 95, mais peut-être pas, parce que c'était le tout début. Voilà, il y a beaucoup de gens qui étaient pas encore, et puis il y en a qui n'étaient pas nés peut-être dans la salle aussi en 95. Mais c'est pour dire qu'on est au tout début de l'histoire des crypto-monnaies et de Bitcoin, hein. Ça c'est sûr. Mais il y a quelque chose, tu parlais de signal, et ça c'est extrêmement important parce que le grand public a un signal de Bitcoin uniquement quand il crache. Tu le mentionnais aussi, Bitcoin a perdu 50%, Bitcoin a perdu 70%. En fait, ça fait le buzz quand Bitcoin s'écroule ou quand Bitcoin part à la hausse to the moon. Vraiment que les gens comprennent bien, Bitcoin ne s'est jamais aussi bien porté au niveau des fondamentaux. Il n'y a jamais eu autant de mineurs de Bitcoin. Jamais.
il n'y a jamais eu autant de mineurs comme Sébastien à travers la planète qui investissent dans l'industrie du minage. Il y a quelques jours, il y a eu le record du nombre de transactions sur le réseau Bitcoin. Bitcoin n'a jamais été autant utilisé. Au niveau des fondamentaux, la technologie avance, c'est un train de marchandises. Alors certes, il y a cette volatilité, mais comme je dis, la tendance de fond, elle n'est pas inéluctable, mais ça avance bien. Il y a une étude récente qui a évalué le nombre d'utilisateurs dans le monde à 300 millions. Donc ça recoupe ce que je disais tout à l'heure sur les utilisateurs d'Internet, c'est à peu près le chiffre à l'époque sur Internet. Donc 300 millions d'utilisateurs, on est sur la même trajectoire, la même courbe d'adoption, qui nous amène à 1 milliard en 2030, 1 milliard d'utilisateurs. Donc on va faire x3 dans les quelques années qui viennent. Tu as vu l'enquête aux États-Unis sur les millennials, la génération Y, pardon. Ils ont 46% ont des cryptos. Oui, alors pour les enfants, moi j'ai un fils qui a 11 ans, dans la cour d'école, c'est une évidence. C'est les cartes Pokémon et Bitcoin, c'est un peu pareil pour eux. Hein. Ils sont dans le même. Pour eux, l'argent a été gamifié. En fait, c'est une génération pour qui l'argent sera plus ce truc sacré lié au monopole. Hein. C'est ce qu'on disait en introduction. Il n'y aura plus de monopole pour eux parce qu'ils auront toutes sortes de moyens de paiement et de monnaie circuler. Donc le côté sacré a disparu. Et donc je pense que ça va aller avec le changement de génération des dirigeants d'entreprises et des personnels politiques. Et des politiques, bien sûr. Moi, je connais quelques députés européens qui sont plutôt jeunes, qui sont plutôt à fond pour les cryptos, parce qu'ils ont compris tout ce qu'on a dit sur le financement des entreprises et tout ça. Et ils font encore profil bas, parce qu'ils sont entourés d'une espèce de gérontocratie qui ne veulent pas en entendre parler. Mais ce remplacement des personnels politiques va aussi accélérer le mouvement. Donc ouais, on est au tout début du phénomène, ça c'est certain. Aux États-Unis, il y a quand même 2 candidats à la présidentielle démocrate, Andy Yang et Kennedy, qui sont pro-Bitcoin et qui le disent. C'est hyper impressionnant. Le favori pour l'élection en Argentine, Javier, il est ultra pro-Bitcoin. Donc c'est par le politique. Moi j'avais écrit un article en 2017 dans bitcoin.fr pour expliquer ça, que les politiques, il y en avait de plus en plus qui étaient en train de s'emparer du Bitcoin et qu'un jour on verra un président bitcoiner. Et j'avais dit peut-être que ça sera en France, mais peut-être que ça sera au Salvador. Et bing, 3 ans après... Au Salvador, c'est un président qui a la trentaine. Hein, il n'était pas élu encore. C'est un jeune président, donc c'est ce que je disais, c'est aussi une question de génération. Et ça, du coup, on peut penser que ça va s'accélérer, quoi. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. On a remarqué sur 20 minutes que la communauté lecteur, sur les sujets, on l'a remarqué sur 20 minutes, où on a des communautés de lecteurs, et sur le sujet de la crypto-monnaie, on a des lecteurs qui n'ont même pas 18 ans et qui gagnent plus d'argent grâce à nos investissements qu'ils ont fait alors qu'ils étaient même pas majeurs. Ça, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Et effectivement, ils sont déjà tout à fait à l'aise avec une monnaie intangible, en quelque sorte, dont une contrepartie physique n'existe pas. Parce que finalement, l'argent... Alors, elle existe, c'est de l'énergie. Alors, l'énergie ne se voit pas, mais elle est réelle. L'énergie est... ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'effectivement, l'énergie, comme elle ne se voit pas, on a tendance à dire c'est un concept. En fait, non, c'est une réalité physique, ce n'est pas un concept physique. Et l'énergie, c'est de la matière. Par exemple, nous sommes faits d'énergie. Les atomes sont une forme d'énergie. Et nous sommes faits d'atomes. Donc attention à ce qu'on dit sur l'intangible, le réel, le virtuel. Alors le virtuel, c'est un mot que je n'utilise pas. Il n'y a rien de virtuel, tout est réel en fait. Donc le virtuel, c'était une terminologie des années 90 pour désigner des jeux, tu sais, avec des univers et tout ça. Et c'est les banquiers centraux, dans les services de communication des banques centrales, qui ont commencé à parler des monnaies virtuelles. Ce n'est pas les gens des cryptos comme moi qui ont parlé de monnaie virtuelle, c'est eux. Et moi, je n'ai jamais adopté leur vocabulaire. J'ai toujours dit monnaie décentralisée. Mais donc attention au vocabulaire. Et effectivement, l'énergie, c'est réel. C'est une réalité physique, c'est pas une abstraction. On va rester sur quelque chose qui est très réel, de très concret, les impôts. J'aimerais bien qu'on en parle. Ça fait peur. J'ai eu une discussion avec Solutionity sur le fait qu'on doit déclarer ses plus-values sur les crypto-monnaies aux impôts tous les ans. Et je voulais savoir, justement, ce que vous conseillez de faire par rapport à ça. C'est quand même un point, entre guillemets, important, puisque
On est obligé, c'est une obligation. Oui, et c'est intéressant que le fisc maintenant a prévu les formulaires pour les sessions de crypto. Maintenant, il y a un formulaire. Donc, on voit le chemin qui a été parcouru, puisque on nous expliquait d'un côté que ça n'avait pas de valeur, que c'était sans valeur, que ça allait tomber à zéro, etc. Et puis d'un autre côté, on nous taxait dessus. Donc, il y a un paradoxe là. Donc, non, ils ne sont pas dupes. Ils ont bien compris que ça avait de la valeur et que c'était une source de... Je crois que j'ai vu un chiffre circuler que c'est en France, en 2022, ils ont collecté 400 millions d'impôts sur les plus-values pour les crypto-monnaies en France. Donc ça veut dire, voilà, à la louche, 1,2 milliard donc 30%, hein, c'est la flat tax à 30%, ça veut dire qu'ils ont pris 1,2 milliard de plus-value taxable déclarée en France. Hein. Donc c'est pas négligeable. Et en plus, c'est de l'argent qui vient des marchés financiers, qui va dans le circuit de la puissance publique. Donc, le côté civique, bénéfique pour la société, l'intérêt sociétal des cryptos, il est évident, il est là. Hein, c'est pas de la fiction. C'est de l'argent qu'on va chercher sur les marchés financiers pour l'injecter quand il est taxé. Alors, les formulaires existent, c'est pas très compliqué. C'est la flat tax pour les plus-values de cession. Donc il n'y a pas grand-chose à dire de plus là-dessus. Enfin, je ne sais pas si vous voulez ajouter. Bah, si, c'est que cette imposition est au niveau juridique international, c'est juste illégal, quoi. C'est-à-dire que c'est une monnaie, le Bitcoin. Donc, tant qu'ils considèrent que c'est pas une monnaie, ils peuvent prendre de l'impôt sur les plus-values. Mais si tu vends tes dollars, par exemple, et que tu fais une plus-value, tu n'es pas imposable. Et le Bitcoin est la monnaie officielle du Salvador. C'est pas un jeu, hein, c'est leur monnaie officielle. Voilà. Donc il n'y a aucune raison, vu qu'on reconnaît le Salvador comme un État à part entière, il n'y a aucune raison qu'on ne reconnaisse pas sa monnaie et qu'on l'impose à la revente. C'est absolument illégal. Un jour, l'Union européenne va se faire aligner, et la France aussi, parce que là, ils ont un comportement qui est même plus juste de mépris, c'est carrément illégal ce qui est en train d'être pratiqué. L'imposition sur le Bitcoin n'est pas du tout normale. Pas depuis que Bukele l'a adopté comme monnaie nationale. Du coup, tu déclares pas tes impôts Mais pourquoi je ferais des plus-values? Non, mais là, je vois des collègues à toi, des journalistes en ce moment qui disent « Oh, ils n'ont pas récolté beaucoup d'impôts. Les gars, faut vous réveiller, faut aller déclarer vos plus-values en crypto. » Mais moi, pourquoi je vendrais mon Bitcoin? Il est à 30 000 $. Je l'ai déjà vu à 70 000, je suis sûr qu'il va monter à 150. Donc non, j'ai pas de plus-value à déclarer. Moi, je suis un très mauvais exemple parce que je suis en Suisse. Donc Les Suisses ne paient pas d'impôts, il faut savoir ça. Non, on paye les impôts différemment, et c'est vrai que c'est beaucoup plus simple. Du coup, pour vous dire comment ça se passe, c'est que c'est un impôt sur la fortune. Ça veut dire que vous déclarez ce que valent vos cryptos à la fin de l'année au 31 décembre, et peu importe que vous ayez fait X nombre de trades, etc. Ouais, donc du coup, il n'y a pas de plus-value, c'est un pourcentage de ce que vous possédez à la fin de l'année au 31 décembre, c'est beaucoup plus simple. C'est mieux chez nous. C'est un calcul, les courbes se croisent à un moment donné, voilà. Tu gardes tes bitcoins, ils t'imposent tous les ans. Tout à fait. Voyons comment ils les trouvent. Prochaine question. Oui, effectivement, on a une vidéo à diffuser. Avant ça, je voulais juste savoir si vous aviez un message, un dernier message à passer. On va diffuser la vidéo ensuite, on fera passer aux questions-réponses. En gros, un conseil, en dehors de acheter du Bitcoin. Bah, n'en achetez pas plus que ce que vous avez en numéraire, hein, donc n'empruntez pas à la banque pour acheter des Bitcoins. Voilà, c'est tout ce que je dis. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est do your own research. Étudier. Ouais, il faut étudier avant d'acheter, mais ça, je pense que tous ceux qui sont dans cette salle en sont convaincus déjà. Voilà, c'est le seul conseil que je donne. Je n'ai jamais conseillé d'acheter ou de vendre. Apprenez, comprenez Bitcoin, achetez-en et gardez en banque que ce que vous êtes prêt à perdre. Virunga National Park spans more than 3,000 square miles and is home to over 50% of the animal species on the continent. It's also Africa's oldest national park and part of the second largest rainforest on Earth, making the lungs of Africa a critical battleground in the fight against climate change. Criminal factions are poaching wildlife and burning the forest at breakneck speed, and their actions are affecting all of us. When it comes to the rebel groups and the militias, why did they choose Virunga? Why are they here? You know, it's the civil war in Congo, then the Rwanda genocide that brought them here. But what's kept them here
is the illegal trafficking of natural resources in the east of Congo, in particular Virunga National Park. So there you'll see some charcoal burning. Yep. It's the guerrilla sector. It's under enormous threat from the clearing of forest. There it's thousands of acres of forest that have been cleared for charcoal, and it's really the main source of revenue for those militias. Rebel groups and armed militias have pillaged Virunga. By burning trees and turning them into charcoal, they've created a $40 million a year black market that preys upon basic human needs, like boiling water and cooking food. What we desperately need is clean energy, renewable energy, not oil and not charcoal. And where is this renewable energy solution taking place? Well, let me show you. Emmanuel brings me to Matebe, home to a run-of-river hydroelectric plant in the heart of Virunga. It's powered by the Rutshuru River, which flows from Lake Edward and generates 14 megawatts of electricity, enough energy for over 1.5 million residents in nearby Goma. Since there's no dam, there's minimal disruption to the natural ecosystem. We're hoping in the next 8 years to create 8 power plants like this to generate 105 megawatts. That is enough power to create between 80 and 100,000 jobs. Enough to draw out all the young men and women from the militias and work on a whole new instrument for bringing stability to the region. J'ai rencontré Emmanuel de Mérode en février 2020. Il avait déjà 2 centrales hydroélectriques en exploitation et la 3e, sur la rivière Louviro, allait être achevée en septembre de la même année. Mais déjà, il lui apparaissait que les réseaux dans cette zone extrêmement isolée ne seraient pas prêts et que la centrale allait mettre beaucoup de temps avant d'avoir une demande soutenue. Il avait retourné le problème dans tous les sens. L'idéal serait un client gourmand en électricité qui viendrait s'installer sur le site de production. Mais qui voudrait créer une usine au Congo, dans la zone la plus dangereuse du pays? En pleine jungle, dans un coin montagneux, pas de vraie route, pas internet, le premier bled à 4 heures de piste. Notre industrie, le mining, pourrait-il accepter les conditions techniques d'une telle installation? On lui a dit que oui. Y aurait-il des mineurs professionnels pour aller risquer leur vie et le capital matériel de leur entreprise dans cet enfer? Avant de dire oui, on a étudié le contexte. L'engagement d'Emmanuel de Mérode et de ses équipes pour la préservation du parc est un combat à mort. Plus de 200 rangers ont été assassinés au cours des 20 dernières années, et lui-même est tombé dans une embuscade et a été touché au torse et à l'abdomen par des tirs d'AK-47. Nous découvrions de véritables combattants de l'écologie, des héros. Alors, on a commencé dès l'ouverture de la centrale en septembre 2020 avec 2 conteneurs. La ferme des Virunga était née. Rien n'a été simple, les violences n'ont fait que s'intensifier au cours de ces 3 dernières années. Au-delà de l'insécurité chronique, nous avons subi quantité d'orages coupant l'alimentation de la ferme et récemment des crues d'une violence inédite dans la région. Mais dans l'ensemble, c'est un franc succès. Le revenu de cette ferme pour les Virunga, c'est de l'ordre de 100 000 $ par mois, et c'est énorme. On a montré à Emmanuel qu'on pouvait absorber la puissance excédentaire là, dans des conditions où aucune industrie électro-intensive ne mettrait les pieds. Le mining peut faire ça. Sans le mining, la centrale de Louviro travaillerait à 10% de sa capacité. Sans le mining, le parc aurait fait faillite. C'est ce que vient de révéler Emmanuel de Mérode à la presse américaine. Aujourd'hui, la 4e centrale hydroélectrique du parc est en cours de construction. On est loin de la faillite et non seulement la direction du parc sait que le mining serait une béquille économique de ce projet, mais on envisage même que notre industrie finance la seconde tranche des travaux. Alors, quand quelqu'un vous dira que l'électricité du Bitcoin, on pourrait l'utiliser à autre chose, à des fins plus dignes, souvenez-vous de la ferme des Virunga. Pour Catalé, tout le monde a sa ceinture, c'est bon? Si vous avez mal au cœur, il y a des sachets, ok? Ou bien il y a la chemise devant. C'est léché. Mais tant que ça ne touche pas l'avion, c'est bon.
Merci pour vos applaudissements. Bonjour. Non, bah déjà, premièrement, merci pour cette conférence. Je pense que la pédagogie, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans Bitcoin. On arrive souvent par la spéculation et en fait, on y reste pour plein d'autres choses. La souveraineté, l'écologie, plein d'autres choses comme ça. Tout à l'heure, Pierre, tu disais, du coup, le Lightning, c'est le futur. Du coup, ma question, c'est quand est-ce que Paynium accepte le Lightning ? Merci pour cette question, parce que c'est effectivement une question qu'on se pose, mais et nos clients aussi. En fait, on travaille dessus, mais on a plein de chantiers en ce moment, notamment de mise à jour de la plateforme pour la rendre plus performante, accueillir peut-être Ethereum, etc. Donc ça viendra juste après, mais c'est en cours. C'est en cours. Je ne peux pas te donner de date ce soir, mais c'est en cours. La question, Pierre a commencé sa conférence en évoquant le premier coup de porté contre le dollar et la remontée de l'or dans les années 70, que l'on doit au général de Gaulle, puisqu'il avait soupçonné les Américains de faire un bluff. Quand les Américains disaient que le dollar égale l'or, il a dit bon, je vais vous renvoyer tous les dollars que l'on a, et on a ramené des paquebots entiers d'or. Hein, voilà. Donc grâce au général de Gaulle, premier coup de boutoir contre le dollar, deuxième coup de boutoir qui intervient en ce moment avec les BRICS, l'Inde, la Russie, la Chine. Ma question est la suivante sur la confidentialité. Est-ce que c'est, puisque ces pays, pas ces pays, la Russie est déconnectée du système bancaire international, en réalité elle commerce via le yuan, d'autres, elle a son propre système, vous avez évoqué l'Iran qui est sous embargo. Est-ce que s'ils vont sur le Bitcoin, est-ce que ça se sait ou pas? Voilà. Quel est le niveau de confidentialité là-dessus? Vous dites qu'il y a une effervescence en ce moment sur le Bitcoin. Est-ce que c'est lié justement à cette activité de dédollarisation des BRICS? Et puis la question sur nous-mêmes en tant que confidentialité. Si j'ai acheté des bitcoins chez vous, Pierre, Bercy va vous demander la liste des détenteurs de nationalité française, va venir me taxer. Si moi je vais acheter des bitcoins sur une plateforme via un VPN à l'autre bout du monde, Bercy ne le saura pas. Ouais, il y a deux questions dans une là. Merci, en tout cas, c'est des bonnes questions sur la confidentialité, aussi bien au niveau d'un particulier que des États, en effet. L'Iran, ouais, c'est un bon cas d'école, puisque c'est un des pays qui sont sous embargo depuis très longtemps et qui avait des liens commerciaux forts avec des pays comme la France, par exemple, qui n'étaient donc pas forcément alignés avec le dollar. Et effectivement, la tentation des Iraniens d'accepter, d'utiliser le Bitcoin pour contourner les sanctions américaines est grande. Alors, jusqu'à quel point ils ont été... la réponse courte à cette question, c'est non, c'est pas confidentiel, évidemment, c'est traçable, et ça se sait. Donc, une entreprise qui voudrait commercer avec l'Iran en Bitcoin, donc contourner les sanctions, ça suppose qu'elle n'avait pas de business aux États-Unis, parce que sinon, elle va subir la foudre des États-Unis. Donc, n'importe quelle grande entreprise ne va pas le faire déjà, et sinon, elle va passer par des sociétés écrans. Donc, c'est très compliqué, en fait, de faire des transactions confidentielles en Bitcoin. Il y a des monnaies plus spécialisées pour les transactions confidentielles, comme Monero ou Zcash. Bon. Et puis, il y a des améliorations technologiques dans Bitcoin qui sont aussi en cours à travers Taproot, un upgrade qui a eu lieu il y a quelques temps, qui va permettre de faire des transactions confidentielles. Le problème des transactions confidentielles, c'est qu'à un moment, il faut revenir... souvent, il faut revenir dans la vie réelle pour acheter quelque chose avec. Donc, le commerçant qui vous vend quelque chose, lui, doit justifier d'où viennent ses revenus. Donc, s'ils sont venus dans une crypto-monnaie, il est obligé de, quelque part, s'il ne peut pas justifier un flux en dollars, ça veut dire que c'est venu dans une autre monnaie. Donc, tout ça rend les choses assez compliquées parce que l'emprise... Ce qu'il faut comprendre, c'est que la transition numérique, ça a abaissé le coût de la surveillance. C'est-à-dire qu'en gros, on est dans une logique de surveillance de masse des populations et des pays qui, auparavant, dans une économie papier, dans les années, à l'époque soviétique, l'espionnage dans l'ancien temps, c'était beaucoup de papier. On se souvient de la scène dans le film La vie des autres, là où les gens, dans l'Allemagne de l'Est, ils ouvraient le courrier papier des gens dans le sous-sol. Il n'y a plus de courrier papier, donc tout est numérique. Du coup, l'outil de surveillance, il est mondial, il est omniprésent, il est omnipotent. Et en plus, si vous c'est pas des gens, c'est des intelligences artificielles. Maintenant, tous vos courriers électroniques sont lus, c'est des cartes postales, les courriers électroniques, ils sont en clair, ils passent par les serveurs de Microsoft et de Google, en gros, c'est les deux serveurs qui dominent le courrier électronique. Donc,
tout est analysé par l'intelligence artificielle chez Google et Microsoft. Donc ça devient très compliqué donc on a une logique de surveillance de masse qui est effectuée par les grandes sociétés américaines et par les gouvernements, vassalisés par les États-Unis. Et il y a des liens avec la monnaie, parce que l'Allemagne, clairement, le deal entre les Américains, François Fillon l'a expliqué au Parlement il n'y a pas longtemps, le deal entre l'Allemagne et les Américains, c'est la monnaie unique, ça ne fait pas concurrence au dollar. Et en échange, vous n'êtes pas une puissance nucléaire, on vous offre la protection des États-Unis, mais surtout, vous ne faites pas concurrence au dollar. Donc, vous continuez à utiliser le dollar dans les échanges internationaux. Donc, on a vraiment il y a une dimension géopolitique maintenant aux questions monétaires qui est énorme. Et c'est des questions de souveraineté, effectivement. Les BRICS, alors, vous parliez des BRICS, effectivement, ils ont bien compris ça. Et il y a les deux pôles, Chine, États-Unis, qui maintenant sont en concurrence sur ce sujet-là. Mais voilà, donc la réponse à votre question n'est pas simple et je ne pense pas que je vous en ai donné une réponse claire d'ailleurs. Allez. Bon, d'abord, merci pour cette conférence. Je voulais savoir s'il y avait beaucoup de personnes dans la salle qui connaissaient Bitcoin déjà d'emblée ou un peu de moitié. Est-ce qu'il y a un main levée comme ça? Vraiment... Ça, c'est ceux qui connaissaient? Qui en détient vraiment soi-même, pas sur une plateforme d'échange, sur un hardware wallet. Donc, je voulais juste dire que pour faire vos propres recherches, donc si vous voulez vous y mettre, vous pouvez chercher sur Internet Découvre Bitcoin avec le programme des ambassadeurs. On a une réunion une fois par mois à Saint-Nazaire, donc on est tout prêt pour aider les débutants. On n'a pas entendu, tu as dit Découvre Bitcoin. Découvre Bitcoin, tout attaché. C'est notre ami Roxy qui avait créé ça. Voilà. Et donc vous cherchez le programme ambassadeur en fait, et il y a plein de villes en France qui proposent des réunions mensuelles. Et donc il y en a une à Saint-Nazaire. Donc voilà. Un petit coup de pub. C'était pas une question. Un petit coup de pub pour participer à l'éducation financière des gens. C'est de l'info locale. Bonsoir et merci du coup pour la conférence. Moi j'aurais plein de questions, mais je vais essayer de me concentrer sur une seule, en sachant que par rapport aux crypto-monnaies, j'ai vu qu'il y a certains pays qui essayent de s'en protéger ou de les interdire. Les États-Unis, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent, etc. Vous parliez tout à l'heure de l'Europe qui réduit la mort. Juste la question, c'est est-ce que demain il y a un business potentiel en Europe ou en France même qui pourrait se faire autour des crypto-monnaies, autre chose que la spéculation, comme Sébastien avec son entreprise, mais qui finalement s'est externalisé, parce que je crois bien qu'au début tu t'étais lancé en France, et finalement c'était plus possible donc tu allais ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités de créer des entreprises ou du business autour des crypto-monnaies, en dehors du numérique aussi, en France? Moi, je réponds juste pour le mining. C'est vrai qu'on a commencé en Ukraine, à Odessa, notre première ferme. Et la deuxième, on l'a créée 3 mois après, ici, à Orvaux, dans l'ancienne usine Alcatel. C'est juste une question de décision de la direction d'EDF, parce qu'on pourrait très bien faire du mining en France. On a des surplus d'électricité sur les centrales nucléaires à gaver. Même si aujourd'hui, il y a un tiers du parc qui est en panne, c'est complètement délirant de ne pas avoir quelques containers sur chaque centrale nucléaire. C'est tout ce que je connais, moi, comme métier du Bitcoin. Ça reste un métier d'intermédiation financière. Quand même, on est dans un système monétaire, un système de paiement. Les NFT, comme on en parlait, la tokenisation, ça ouvre pas mal de possibilités, mais ça reste de l'intermédiation. Donc oui, il y a du business. Moi, je pense que c'est plutôt une appropriation par chaque entreprise en fait des cryptos qui va, puisque ça permet justement de se passer des intermédiaires. Donc oui, on peut construire des intermédiaires pour l'adoption et tout ça, ça favorise l'accès. Comme Paymium, par exemple, c'est notre job de faciliter l'accès aux cryptos. Mais chaque entreprise, chaque particulier peut se l'approprier en direct, quoi. C'est ça la force de Bitcoin. Donc je vois plus comme évolution, et c'est ce que devrait s'attacher le régulateur, devrait s'attacher à ça. C'est-à-dire que chaque entreprise puisse avoir ça. Voilà, cette facilité d'accepter les paiements en Bitcoin, par exemple, ça reste un petit peu compliqué du point de vue fiscal, réglementaire, moins en moins, mais quand même. Donc, on devrait s'attacher à faciliter ça. Mais des business différents qui sortent du mining ou de l'intermédiation,
j'en vois pas trop, à part de la tokenisation. Bon. Alors, il y a quand même tout un écosystème en France et on est extrêmement fort dans le domaine. On en a peu parlé aujourd'hui, mais tout ce qui est finance décentralisée, la fameuse DeFi, donc appliquer la technologie des cryptos en fait pour transformer et révolutionner le secteur financier. Enfin, en gros, par exemple, aujourd'hui, de faire des prêts et des emprunts sans aucun intermédiaire. Là, je te disais un passage d'un billet de 5 €, mais quid d'un emprunt, par exemple. Si tu voulais emprunter ou que je te prête de l'argent sans banque. Aujourd'hui, grâce aux cryptos, c'est possible. Donc il y a tout un écosystème qui est en train de se créer et en France, on est extrêmement fort dans ce domaine. Et en l'occurrence, nous, en rencontrant pas mal de personnes de l'écosystème, les petits génies vont maintenant dans la crypto. Ils travaillent dans la crypto. En discutant avec des personnes qui sortent de l'X ou de grandes écoles, ils ne vont plus bosser à la défense, coder des algorithmes de nanotrading. Ils bossent en crypto. Et ça, du coup, c'est un signe extrêmement fort et porteur qui fait que c'est une industrie qui se développe. Après, par rapport au business crypto, Pierre disait que... Dès qu'on en trouve un, c'est nous qui le montons. Hein. On a créé un média crypto. Enfin, ils ont créé un média crypto à partir de Grand Angle, qui était une chaîne d'économie. Et ça s'est fait, en gros, ils m'ont interviewé en tant que chef d'entreprise. Et ils se sont dit, tiens, la crypto, finalement, c'est intéressant. Et ils ont créé Grand Angle Crypto. Exactement. Et en fait, Pierre disait qu'on était dans les fin des années 90. Et c'est vraiment le parallèle avec Internet, où à l'époque, il y avait des sociétés Internet. Aujourd'hui, il n'y a pas de société Internet. Genre, toutes les sociétés ont un site Internet, travaillent sur Internet, utilisent Internet. Et moi, j'ai une conviction relativement forte que dans 10 ans, je vais être relativement précautionneux, qu'en fait, toutes les entreprises ont de la crypto. Par exemple, effondrer les coûts. Par exemple, à la boulangerie, votre carte Visa, elle vous coûte 3, 4, 5% de frais au paiement. Payer en crypto, c'est quasiment gratuit. Non, enfin, après, vous ne payez pas 6% de frais sur l'achat de crypto. Hein. Ou alors, il faut changer de plateforme. Mais... Donc, c'est tout dans les technologies, c'est d'enlever le maximum de friction. La crypto fait qu'il y a une fluidité qui est beaucoup plus efficace. Et ça paraît une évidence. Ça veut dire que les systèmes de paiement vont migrer petit à petit vers la crypto. Et tout ce qui a de la valeur, quand je parlais de tokenisation, tout va passer. Ils sont tous en train de le faire. Hein. Société Générale, BNP, JP Morgan, etc. Ils sont tous en train de regarder la tokenisation. Ils savent que c'est la prochaine technologie. On passe du Minitel à la fibre optique. C'est une évidence. Mais juste, j'en ai pour 10 secondes. Juste sur les paiements, là, ce qui est intéressant, c'est surtout les paiements internationaux. C'est là que c'est saisissant. Hein. C'est-à-dire que nous, on achète toutes nos machines en Chine, on identifie un lot à $1 million, on envoie les $1 million, 5 minutes après, le lot m'appartient. Ma brokeuse, elle a reçu l'argent et c'est fini. On sait qu'on a les machines, elles peuvent partir, aller dans l'avion et arriver chez nous. En l'occurrence, on l'a fait un lundi soir à 2 h du matin. Cette transaction dont Sébastien parle, on l'a fait un lundi soir à 2 h du matin et c'est parti en Chine. Essayez de contacter votre bancaire, la BNP, pour faire ce transfert-là. Ça va être compliqué quand même. Et là, ça a coûté 75 centimes. En crypto, en Chine, pour commander des machines, lundi à 2 h du matin. Tout notre chiffre d'affaires, tous nos achats sont faits en crypto, bien sûr. Il n'y a pas photo. Et quand on fait la comparaison, nous, la levée de fonds qu'on a fait pour acheter ces machines-là, ça a pris 3 semaines dans le secteur bancaire. 3 semaines pour récolter ce million. Ça a pris 24 heures avec la crypto. Enfin, quand vous essayez, c'est l'adopter. Il n'y a pas photo. On essaye de faire 2-3 questions rapides. Réponse rapide. Bonjour, je voulais d'abord vous remercier pour tout le travail que vous faites autour de Bitcoin. Toutes les vidéos qu'il peut y avoir, il y a beaucoup de contenu sur YouTube. Je ne sais pas que de vous sur YouTube, mais il y a beaucoup de contenu intéressant, donc merci pour tout ça. Ma question, c'est une question que j'ai entendue, donc je trouve ça dommage, mais je pense que c'est un point qu'il faut éclaircir, c'est pourquoi 21 millions voilà. Pourquoi il n'y a que 21 millions Pourquoi il y a 21 millions et pas 40 voilà, pourquoi on est sûr de ça et pourquoi ça ne viendra pas. Ah, c'est pas la même question. Pourquoi il n'y aura que 21 millions et qu'est-ce qui nous en assure? Vas-y Pierre. C'est très simple, c'est que oui, on peut changer cette limite, mais à ce moment-là, on crée un autre coin. Il y a des gens qui l'ont fait d'ailleurs, hein, ils ont créé un autre coin, il y a eu Bitcoin Cash, on est à 21 millions de Bitcoin Cash, mais c'est une autre. On a changé quelque chose dans le protocole, donc c'est un autre coin, c'est plus Bitcoin. C'est juste le principe que si vous changez quelque chose, vous faites ce qu'on appelle un fork en informatique, vous créez un autre code, un autre protocole, une variante du protocole, et ça crée une autre monnaie.
Donc Bitcoin, par design, par définition, c'est tautologique, hein, ce qu'on appelle, c'est en logique, c'est de la tautologie. C'est-à-dire que si vous dites c'est 21 millions, c'est 21 millions par définition. Sinon, c'est plus des bitcoins. Donc vous pouvez changer, mais vous allez créer un fork, quelque chose de dissident, si vous voulez, une espèce de schisme. Et ça s'appelle un hard fork parce que c'est pas consensuel, tout le monde ne sera pas d'accord avec vous. Et du coup, cette monnaie ne sera pas confondue avec Bitcoin. Donc oui, vous pouvez changer les 21 millions, mais vous ne créerez pas plus de Bitcoin, vous créerez une autre monnaie. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que Bitcoin, il repose sur son réseau. Ça veut dire que Bitcoin, au final, c'est le nombre de personnes qui l'utilisent. Facebook, Uber, etc., en tant que technologie, c'est pourri. Enfin, en gros, n'importe quel développeur informaticien aujourd'hui, il copie la technologie en une semaine. Un réseau social, c'est très simple et il y a eu des copies. Uber, pareil, mettre en contact quelqu'un qui veut se déplacer avec un chauffeur, c'est extrêmement simple. La puissance de ces applications-là, c'est leur réseau, leurs utilisateurs. Pourquoi tout le monde utilise Uber? Pourquoi tout le monde utilise Facebook? Parce que les autres sont sur ces plateformes. Pourquoi tout le monde a du Bitcoin? Parce que tout le monde accepte et utilise cette crypto en particulier. Si vous changez ça, vous créez un autre réseau. Comme il y a eu d'autres Facebook, d'autres Wikipédia, etc. Mais le réseau, c'est une des caractéristiques principales de la technologie. Oui. Ce que je n'ai pas rappelé, effectivement, dans votre question, il y a la notion de preuve de travail. C'est-à-dire que quand vous faites un fork, il faut emmener la puissance de calcul avec vous. Or, ça ne se passera pas si ce n'est pas consensuel. Donc, effectivement, quand vous créez une nouvelle monnaie, il faut qu'elle trouve sa propre puissance de calcul dans le protocole à preuve d'enjeu. C'est là où la réponse est un peu compliquée à votre question. Mais c'est la preuve d'enjeu qui vous protège contre le clonage du réseau. La preuve de travail, pardon. La preuve d'enjeu, vous pouvez cloner le réseau. En preuve de travail, vous ne pouvez pas, parce que le matériel, il faut l'allouer à un réseau et à un autre. Vous ne pouvez pas faire deux réseaux en même temps. La question est hyper longue. Hein, ouais, parce qu'après, il y a le merge mining, enfin, il y a plein d'autres considérations techniques. Mais donc, j'ai envie de dire, il faut étudier. C'est là où rien ne remplace l'étude par soi-même de ces problématiques. Et ça ne se traite pas en 5 minutes à la fin d'une conférence, ça, c'est sûr. J'ai évoqué la levée de fonds de BGS à cette coupe. Comment on fait pour investir dans une certaine... Alors, ça arrive cet été. On attend encore les dernières autorisations des autorités financières suisses pour pouvoir le proposer aux particuliers. Si vous êtes un investisseur qualifié, c'est déjà ouvert. Mais pour les particuliers, donc comme je le disais, pour des tickets de 50 € environ, ça arrivera cet été. Bonsoir. Alors, merci déjà pour cette conférence. Et pardonnez d'avance mon côté un peu néophyte, mais est-ce que vous pourriez définir tout ce qui est tokenisation, c'est quoi? Comme je le disais, le plus simple, c'est vraiment d'imaginer, reprenant la base de Bitcoin, comme si vous mettiez un lien en fait, avec un Bitcoin et quelque chose qui existe dans le monde réel, par exemple. La tokenisation d'une entreprise, c'est quoi? C'est qu'au lieu d'avoir des parts de société sur un morceau de papier, ce n'est pas du papier, c'est du Bitcoin. Tokenisation d'un tableau, ça pourrait être... Après, c'est très compliqué parce que du coup, il faut ce lien légal entre les deux. C'est-à-dire que si je vous... Tu vas trop loin. Ouais. Voilà, c'est ça, la tokenisation. Un token, c'est un jeton numérique qui normalement est... dans le cas du Bitcoin, il est impossible à reproduire. C'est la rareté numérique extrême. Alors, chaque blockchain a ses propres jetons numériques qui ne s'appellent pas des Bitcoins, mais qui peuvent s'appeler des ETH, des XMR ou ce qu'on veut. C'est ça le jeton. C'est une pièce qui est intangible, mais qui existe, qui a une véritable réalité. Et tu peux le lier à quelque chose d'autre. Précisons qu'il y a une différence entre les coins et les tokens, parce que ce que tu dis, ça laisse penser que c'est la même chose. En fait, il faut un smart contract pour créer les tokens sur une chaîne qui elle-même a des coins comme Ethereum. Donc la réponse à la question n'est pas simple. Et comme on est à la fin de la conf, on va... Moi, j'ai essayé de faire ça. Oui, mais après on dit des choses fausses si on simplifie trop. Il y a un monsieur qui lève la main depuis longtemps. J'arrive après. Deux questions, ça sert plus. Oui, sur le besoin de pédagogie. On te rappelle que Bitcoin est dans une entreprise. En revanche, ça veut dire qu'il n'a pas de PDG, pas de service marketing, pas de service pub, pas de service juridique pour se défendre. Du coup, chacun fait un petit peu sa petite tambouille pour faire de la pédagogie. Est-ce qu'il ne serait pas un peu dans le moment émergent que les acteurs de l'écosystème se réunissent dans une forme de syndicat pour faire des messages communs, qui permettent de parler aux gens? Alors, il existe l'association des actifs numériques, qui s'appelle l'ADAN, qui est le lobby des crypto-monnaies en France. Hein, les politiques aiment bien nous appeler lobby.
Et puis surtout, il y a une autre association qui s'appelle le Cercle du Coin, qui est vraiment spécialisée en Bitcoin. Puis nous, on réfléchit avec Pierre depuis un moment à créer une nouvelle association Bitcoin France. Voilà. Donc c'est une bonne idée. Mais vous avez raison de souligner que ça fait la différence entre Bitcoin et les projets comme Ethereum, où il y a la Ethereum Foundation derrière, ou Tezos, où il y a la Tezos Foundation. Et Tezos, par exemple, c'est un projet qui a levé 400 millions. Vous voyez, donc ils ont 400 millions de dollars pour faire du marketing essentiellement. Un peu de développement, mais c'est beaucoup de marketing. Donc c'est pas comparable. Bitcoin n'aura pas ces ressources-là. On n'a pas 400 millions dans les associations que tu cites, par exemple. Et donc Ethereum, c'est pareil. Comme c'est des projets centralisés où les fondateurs ont gardé beaucoup d'argent pour faire la promotion des coins, il y a une dissymétrie entre l'information que vous recevez de ces projets alternatifs et Bitcoin qui est plutôt sous-marketé par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on fait cette conférence sur Bitcoin, pour essayer d'équilibrer un peu le jeu, parce qu'il n'y a pas de fondation Bitcoin comme il y a une fondation Ethereum, par exemple. Mais ça nous évite aussi de sombrer dans le capitalisme de connivence, où c'est les anciens qui détiennent les positions avec la vérité absolue. C'est complètement ouvert, Bitcoin. Guillaume est devenu un expert alors que ça fait... 18 mois, 2 ans que... Non, mais je parle en tant que grand temps crypto, tu vois, c'est 2 ans. Donc, et Pierre, quand je suis arrivé dans l'écosystème, il avait déjà 6 ans d'expérience. Il m'a laissé un peu de place. Je veux dire, si on avait un truc totalement vertical comme ça... Mais moi, je prendrais l'exemple, l'or n'a pas de PDG. L'or n'a pas d'équipe marketing. Je vous propose de continuer la conversation plus tard. Et pour la dernière question, je suis désolé, monsieur. Parce qu'on doit libérer la salle pour le cinéma. Après, il y a Mario juste après. Donc, bonsoir, merci à vous. Si on prend en considération le fait que la crypto va révolutionner toute notre vie, et surtout, je pense très très rapidement, moi, la politique, puisqu'avec les smart contracts, on aura la possibilité de décider, de mettre en œuvre les politiques que l'on veut, en mettant même un pourcentage sur l'URC, sur ce qu'on veut faire comme action réelle. Est-ce que c'est pas le meilleur moyen pour vous aussi d'avoir un développement derrière, mais est-ce que le réseau, en termes de charge, pourrait supporter tout ça, une telle révolution? On en est extrêmement loin. Donc je pense que là, on fait des prévisions sur la comète à 40-50 ans. Enfin, les politiques ont même pas compris les bases de Bitcoin, donc on est très très loin d'implémenter des politiques sociales sur smart contract, sur Bitcoin ou autre. Donc là, Oui, avec Lightning, on peut passer à l'échelle. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de limite théorique au nombre de transactions qui peuvent être traitées par le réseau Lightning. Donc la réponse simple, c'est qu'il n'y a pas de limite au nombre de transactions, contrairement au système centralisé où là, vous avez des limites liées à leur taille d'entreprise, quoi. Donc oui, il y a plus de potentiel. En plus, si Bitcoin sature, on sait qu'il y a une sorte de concurrence des monnaies avec les cryptos. Donc quand il y a une qui est saturée, les fees augmentent sur le réseau, donc on passe à un autre réseau. Donc j'ai envie de dire que tout cet écosystème est d'une puissance énorme. Donc oui, on va vers ce que vous décrivez, je pense. Juste quand même un commentaire, parce que sur la mise à l'échelle, il y avait exactement les mêmes commentaires sur Internet. Oui, c'est pareil. Fin des années 90, c'était impossible, c'était inimaginable de faire passer un film de 8 gigas sur Netflix. Ça paraissait complètement absurde. Et pourtant, ou référencer toutes les pages. Va regarder Netflix chez lui. Ça va être exactement la même chose. La technologie évolue au fur et à mesure des besoins. C'est comme Google avec le référencement des pages Internet. Il y avait des gens qui pensaient qu'on ne pourrait pas référencer toutes les pages parce qu'il y en avait trop. Non, pas de dernière, merci Pierre. Je propose qu'on les applaudisse quand même.